Le groupe du héros se trouve dans la salle du trône du roi démon, endommagé par la bataille, et ils ont acculé le souverain lui-même. Le mage noir du groupe, Kai, pense à l'amour de sa vie, Colette. Voir la guerre sur le point de se terminer lui fait penser à une vie heureuse avec elle. Le chef et héros du groupe, Har, ordonne à Kai d'arrêter les mouvements du roi démon. Un cercle magique rouge est activé par Kai. Des bras rouges effrayants en sortent sous son sort. Ces bras ressemblant à des tentacules s'attachent au roi démon pour le retenir. Kai dit à Har qu'il est temps pour lui de terminer le travail. Le héros sourit malicieusement et se précipite pour une attaque. Sans avertissement, Har poignarde Kai dans le dos, puis poignarde le roi démon avec lui. Le héros rit maniaquement d'avoir tué le roi démon, tandis que Kai est devant lui sur le point de mourir. Kai, affaibli, lui demande pourquoi il lui a fait ça. Har répond que c'est parce qu'une classe de mages noirs comme lui n'est pas digne d'être son frère. Johan, le saint du groupe, ajoute qu'un mage noir comme lui ne peut pas être considéré comme leur allié. Kai justifie qu'il a utilisé sa magie noire pour les aider tout ce temps. L'épéiste magique, Elsa, rit fort de son affirmation qu'une classe inférieure comme lui leur a été utile. Au bord de la mort, Kai se souvient de la cérémonie à l'église lorsqu'il a reçu une capacité spéciale à ses 15 ans. C'était le jour où il a reçu le titre de mage noir et a été rejeté par la société pour cela. Le titre est considéré comme la classe la plus basse de toutes, et est donc appelé la classe des perdants. Malgré sa mort imminente, Alisa lui marche sur la tête et l'insulte d'être une classe inférieure. Har retire douloureusement son épée de Kai et lui déclare que Collet est à lui maintenant. Alors que Kai hurle de terreur, il se souvient comment le père de Collet a annulé ses fiançailles avec la jeune fille. Collet a insisté sur le fait qu'elle aimait Kai. La seule miséricorde du père était de laisser sa fille dire au revoir. La jeune fille a enlevé son bracelet en or et l'a donné à Kai. Elle était en larmes alors qu'elle disait à Kai qu'elle était sûre qu'ils se rencontreraient à nouveau. De retour dans le présent, Har n'arrête pas de rire de la façon dont son frère a l'air si pathétique en train de mourir. Il murmure à Kai que c'est leur père qui lui a ordonné de le tuer. Kai se rappelle que son père est le capitaine des chevaliers les plus forts du royaume et le chef de la prestigieuse famille Austin Marcus. L'homme a dit à Kai qu'il n'avait pas besoin d'un mage noir dans sa maison. Il a cependant dit à son fils qu'il pourrait retourner dans la famille s'il accomplissait de grandes actions et battait le roi démon. Il a même dit à son fils qu'il s'arrangerait pour qu'il se fiance à nouveau avec Cullet, lui donnant de l'espoir. Peu de temps après, Cullet a été retenu captif dans le château sacré pour maintenir la grande barrière qui protégeait la ville. Kai souhaitait vaincre le roi démon pour un avenir où il pourrait libérer Colette et vivre une vie paisible avec elle. Il a combattu de nombreux monstres et acquis beaucoup d'expérience pour réaliser ce souhait. Finalement, il a atteint le niveau maximum de 999. Har dit sarcastiquement à son frère que c'est dommage qu'aucun de ses vœux ne se soit réalisé. Le soi-disant héros rit d'avoir inventé une histoire selon laquelle le roi démon a tué son frère dans une bataille féroce. Des larmes coulent sur les yeux de Kai alors qu'il maudit son père et son frère. Har lui dit de ne pas s'inquiéter puisqu'il s'occupera de Cullet pour lui. Kai saisit le sol de frustration. Il regrette de ne pas avoir pu s'enfuir avec l'amour de sa vie et de rechercher leur bonheur avant tout. Alors que la gemme sur le bracelet en or se brise, il entend la voix de Cullet le supplier de ne pas mourir. Soudain, Kai se réveille dans un lit. Il est tellement choqué qu'il se lève avec une sueur froide et une respiration haletante. Il n'a pas réalisé tout de suite que le visage de Colette était à quelques centimètres du sien. Il ne comprend pas pourquoi elle n'est pas enfermée. Colette s'inquiète de ce que Kai ait l'air effrayé et pâle. L'homme tapote son propre corps, mais constate que sa blessure a disparu. Colette a l'air si charmante quand elle lui dit bonjour. Kai regarde Colette avec confusion et inquiétude. Il se demande pourquoi elle a l'air si jeune alors qu'elle est censée avoir 20 ans. La jeune fille l'encourage à se lever car c'est un jour important pour eux aujourd'hui. L'homme rit et s'excuse d'être si fatigué. Le miroir de la chambre attire l'attention de Kai, et il est choqué de voir qu'il a l'air plus jeune. Colette lui dit avec enthousiasme qu'aujourd'hui est leur cérémonie d'attribution de classe. Kai met ses mains sur elle et demande avec désespoir quelle année on est. Ils sont si proches l'un de l'autre que Collie devient consciente. Elle le repousse et lui dit avec un visage agité qu'il était trop près. La sentir fait réaliser à Kai que ce n'est pas un rêve. Il remarque quelque chose sur sa main gauche et est horrifié. Il ne comprend pas pourquoi la crête du mage noir est toujours tatouée sur sa main. Il pense à l'impossibilité d'avoir encore la crête s'il a en quelque sorte remonté le temps. Il ouvre sa fenêtre de statut pour enquêter et constate que son statut est exactement le même que lorsqu'il est mort. La seule différence qu'il voit est la note qui indique qu'il est entré dans une deuxième boucle mondiale tout en conservant son statut. Plus il enquête, plus il se sent confus. Il réfléchit profondément à quelle magie peut faire ça, et il finit par se souvenir de la voix de Colette le suppliant de ne pas mourir alors qu'il perdait conscience. Il est tellement plongé dans ses pensées que Colette doit le sortir de là. Le bracelet en or tombe soudainement du lit. Colette le ramasse et dit qu'elle pensait l'avoir perdu. Voir la gemme brisée sur le bracelet fait se souvenir à Kai du moment où Colette a promis qu'ils se rencontreraient à nouveau. Cela lui fait réaliser que sa boucle temporelle a commencé quand il s'est cassé. Il réfléchit à la possibilité que le bracelet ait été imprégné du pouvoir de synthèse de Cullet. Il commence à rire, ce qui rend Cullet confuse. Soudain, l'homme l'embrasse. Des larmes coulent alors qu'il lui dit qu'il peut changer l'avenir avec son pouvoir actuel. La jeune fille est à la fois troublée et confuse. Tout ce à quoi l'homme peut penser,
c'est comment il peut changer l'avenir de son emprisonnement et changer son destin d'être tué. Il lui murmure qu'il ne la laissera plus jamais partir. Cela rend la jeune fille encore plus rouge et confuse. Kai réalise ce qu'il vient de dire et retire instantanément son étreinte. Colette lui dit que ce n'est pas grave puisqu'ils sont fiancés. Réalisant qu'elle en a trop dit, elle n'en dit pas plus. Cela fait réaliser à Kai qu'ils sont toujours fiancés et s'inquiète de ce qui se passera une fois que son père découvrira qu'il est un mage noir. Il grince des dents de colère alors qu'il se souvient de son père le traitant d'immonde pour être un mage noir. Colette l'assure avec un sourire chaleureux qu'elle ne le voit pas différemment même s'il est un mage noir. Sa gentillesse illumine les yeux de l'homme. Il se souvient qu'elle était la seule dans sa vie passée à l'aimer malgré le fait qu'il se soit révélé être un mage noir. Il a décidé qu'il ne ferait confiance qu'à elle. L'homme lui dit qu'il vient du futur, dans 5 ans, et qu'il est un mage noir au niveau maximum. La jeune fille est submergée par cette affirmation. Kai sait qu'elle a besoin de preuves, alors il invoque une énergie rouge foncée sur son doigt et se concentre. Il prononce l'incantation pour invoquer les archers. Un monstre rouge à cornes apparaît dans la pièce. Colette est submergée, mais Kai continue de parler de la façon dont il n'est capable de subjuguer un démon aussi puissant que parce que son niveau est élevé. L'homme trouve un soulagement en sachant qu'il peut toujours utiliser toutes ses capacités de magie noire et en sachant que l'affirmation de la boucle temporelle est réelle. Il sourit de savoir que le destin a donné à leur amour une seconde chance. Cependant, il sait qu'il n'a pas le temps de penser au bonheur car aujourd'hui est la cérémonie d'attribution de classe et le jour où le roi démon naîtra. L'immense et diabolique Archimonde est maintenant entier. La vue de celui-ci remplit Colette de terreur. Le monstre appelle Kai son seigneur et demande ses ordres. Colette est bouche bée en voyant l'arc-ta-main gigantesque et diabolique. Kai se gratte la tête, gêné, et s'excuse auprès de la femme de lui avoir fait peur pour prouver qu'il venait du futur. Colette lui assure qu'elle n'a jamais douté de lui une seconde car elle lui fait implicitement confiance. Sa confiance en lui fait tomber le gars encore plus amoureux d'elle. Il n'y a aucun doute dans le cœur de la femme alors qu'elle proclame à quel point son bien-aimé est incroyable d'avoir invoqué une créature si puissante. Colette est informée par lui qu'elle recevra le titre de sainte, tandis qu'Ar recevra le titre de héros. Kai dit que le fait que son frère soit un héros est le pire des scénarios. Il ne s'était pas rendu compte qu'Ar était déjà à la porte. Le voir remplit Kai de rage. Kai est déjà prêt à attaquer avec un petit cercle magique caché. Colette peut dire rien qu'en regardant Kai qu'il est tendu. Ar murmure à Colette qu'elle devrait le choisir lui plutôt que Kai. Cela amène Kai à éloigner l'homme de sa fiancée. Il demande à Ar de partir immédiatement. Ar est prêt à dégainer son épée. Colette peut dire que Kai n'attend que de se battre contre lui. Le petit cercle magique au sol ne demande qu'à être utilisé. Les deux frères se regardent avec colère et dédain. La tension est interrompue par un serviteur qui apparaît pour appeler leur père. Ar remet son épée dans son fourreau et dit qu'il arrive. Colette peut voir sur le visage de Kai qu'il est sérieux quant à l'idée de faire tomber son frère. Il demande à sa fiancée de prendre l'air. Alors qu'ils partent, Ar observe à quel point ils sont heureux ensemble. Cela le remplit de tant d'envie et de rage. Le couple se promène dans les rues de la ville. Pour Kai, revoir tout est de la nostalgie. Il entend quelqu'un l'appeler maître, et il est décontenancé. Il s'avère que le boulanger de la ville voulait juste le remercier d'avoir éliminé des voyous l'autre jour. Kai pense à la façon dont les gens ne le respectent que parce qu'ils ne savent pas encore qu'il est un mage noir. Colette le complimente d'être admiré par tout le monde, mais elle voit qu'il est trop profondément troublé pour être réconforté par elle. Ils arrivent à un champ ouvert où ils peuvent poursuivre leur conversation. Kai rapporte que les héritiers commettront immédiatement une grave erreur dès qu'il recevra le titre de héros. Il l'informe que c'est à cause de lui que le démon connu sous le nom de Grise s'élèvera en tant que roi démon. Dans les 3 jours suivant l'ascension du roi démon, le royaume sacré tombera. L'homme regarde les gens en paix autour de lui, sachant qu'ils ne seront plus là à l'avenir. Il continue en disant que la capitale sacrée comptera en érigeant une barrière de lumière dorée autour de sa ville, et qu'ils emprisonneront Culé pour la maintenir. Pendant ce temps, Kai sera exilé de la famille Austin pour être un mage noir, et ils seront déchirés à cause de cela. Colette réagit instantanément avec recul en disant à son bien-aimé qu'elle veut être avec lui pour toujours. Sa réponse est de proposer de vivre ensemble loin de tout ça. La femme rougit en demandant s'il veut la demander en mariage. Elle est si heureuse qu'elle le serre dans ses bras et proclame qu'ils seront ensemble pour toujours. Ils se tiennent dans une étreinte serrée alors que Kai dit qu'il regrette d'avoir dû faire ça dès le début. Il prend un cheval et demande à ce qu'elle reste dans la ville isolée de luxe pour éviter la guerre. Avec tristesse, Colette demande s'il ne vient pas avec elle. Kai répond qu'il a encore le devoir d'arrêter Ar et d'empêcher la naissance du roi démon. Colette exprime qu'elle comprend qu'il doit faire cela pour protéger tout le monde. Elle lui fait signe au revoir et lui demande de promettre de venir la chercher bientôt. Il répond avec un sourire sincère que c'est une promesse. Au fond de lui, il sait qu'il ne fait pas ça pour une noble cause, mais pour lui-même. Le plan est pour lui de sauver Grise avant qu'elle ne devienne la reine des démons et de se lier d'amitié avec les démons. Il pense à la vérité qu'il a rencontrée lors de la bataille du groupe avec le roi démon. La nuit où ils ont conquis le château du roi démon, Grise a accusé Ar d'avoir tué son ami Sacha. Malgré le fait que la mort de son ami signifiait tout, Ar ne se souvenait même pas de quoi elle parlait. Maintenant, Kai prévoit de sauver Sacha pour empêcher la naissance du roi démon. Sa main brille d'une énergie rouge foncée pour préparer sa mission. Ses yeux sont remplis de détermination alors qu'il proclame que c'est le début de sa rébellion.
Pendant ce temps, quelqu'un descend un escalier dans un donjon. C'est tard, et dans ses mains se trouve un fouet. Devant lui se trouve un prisonnier très blessé maintenu par des chaînes. Il nomme cette adolescente aux oreilles pointues, Grise, la même personne que Kay a dit serait le roi démon. Har ordonne à Grise de tuer Kai. La fille démon le trouve dégoûtant de vouloir qu'elle tue son frère. Elle jure de ne jamais suivre quelqu'un d'aussi vil que lui. Harry la réduit au silence en fouettant sa chair. Grise reconnaît que les chaînes autour de ses mains et de ses pieds scellent sa magie. Harry lui demande d'un ton menaçant ce qu'elle fera si elle est sous le joug. Il s'approche de la fille et lui rappelle de connaître sa valeur en tant qu'esclave. L'inquiétude de cet homme qui le frustre tant est que Kai est un héros prophétisé par la sainte. Les craintes que cela signifierait que le mariage de son frère avec Cullet sera certain. La simple pensée de cela le remplit d'effroi. Il se met en colère en disant que Cullet et la classe de héros lui appartiennent légitimement. Il s'imagine comme le héros et comment cela signifie qu'il est la classe la plus puissante. Il rêve du privilège qu'il aura sous la classe. Le rêve d'empiéter, de voler et de détruire des biens comme il le souhaite car tout sera autorisé en vertu du privilège du héros. Le sourire de Areza est large à l'idée de lui-même ayant un tel pouvoir sur tout le monde. Sa bouche salive en s'imaginant capable de faire ce qu'il veut avec d'innombrables femmes. S'imaginer Kai être un héros est quelque chose qu'il méprise. Il théorise que la classe de héros lui sera transmise si son frère meurt avant de l'obtenir. Grise l'appelle déchet pour avoir planifié quelque chose d'aussi vil simplement parce qu'il veut des femmes. Elle reçoit plusieurs coups de fouet d'Ar à cause de cela. La fille lui dit qu'une fière vampire de la lignée du roi démon comme elle ne se soumettra jamais à lui. Har sort son épée et se prépare à la tuer. Une femme également retenue et pleine de blessures le supplie d'arrêter. Grise l'appelle Sacha et lui demande de ne pas s'en mêler. Sacha insiste sur le fait qu'elle ne le fera pas, même si cela signifie désobéir à son ordre. Elle demande à Har de la laisser tuer Kai à la place de Grise. Soudain, le visage reçoit un coup de pied d'Ar. L'homme se sent insulté qu'un humble démon comme elle lui suggère une idée. Il sort un poignard et la tranche sur la poitrine. Son cri rend Grise encore plus enragée contre lui. Har la regarde et sourit. Il s'accroche au visage de Sacha et demande à quel point sa servante compte pour elle. Sarcastiquement, il suggère que son empathie pour son ami est un exemple d'un démon essayant d'agir comme un humain. Har tient un poignard près du cou de Sacha puis la coupe. Voir à quel point il est facile pour lui de la blesser terrifie Grise. Har exige que Grise l'appelle son seigneur et proclame qu'elle obéira à ses ordres en tant qu'esclave. Grise dit qu'elle ne le fera jamais. Harry met alors sa lame sur le cou de Sacha à nouveau, faisant grincer des dents Grises. L'homme lève son épée, faisant dire à Grise qu'elle le fera. Elle ouvre la bouche avec hésitation. Sacha supplie sa dame de ne pas le faire pour elle. Grise répond qu'elle ferait n'importe quoi pour elle. Elle appelle Arès son seigneur et jure d'obéir à ses ordres. Avant qu'elle ne puisse en dire plus, Sacha la supplie de ne pas renoncer à sa fierté. Arès se sent insulté qu'elle ne continue pas. Il en a eu assez de leur gain et a prévu de simplement les tuer tous les deux. Il s'apprête à frapper avec son épée, mais s'arrête en entendant les barreaux de la cellule bouger. Les barreaux sortent soudainement de leur gonds et on découvre que Kai est venu secourir les filles. La fille essaie de voir au-delà de la fumée que Kai a créée. Grise est choquée de voir l'homme avec un écusson de mage noir sur sa main. Arès est choqué de voir Kai. Il n'a pas le temps de traiter l'information car Kai arrive déjà sur lui avec un coup de poing magique amélioré. L'impact l'envoie voler jusqu'à ce qu'il s'écrase contre le mur. L'homme est instantanément mis hors d'état de nuire. Grise et Sacha ne savent pas comment réagir. Kai s'approche d'elle et dit qu'il voit qu'il est arrivé à temps avant que quelque chose de permanent ne se produise. Grise exige de savoir qui il est. Kai la reconnaît comme Grise et dit qu'elle deviendra la reine des démons. La fille est confuse quant à ce qu'il entend par là. Kai regarde Sacha et reconnaît également qui elle est. Grise demande comment il sait qui elles sont. Avant de répondre, il utilise la magie noire pour lancer un sort de guérison sur Sacha, la faisant léviter dans une aura violette. Grise peut voir que ses blessures disparaissent lentement. Kai lui dit qu'il va également guérir ses blessures. Il reconnaît que bien que la fille sera la reine des démons, elle n'est qu'une fille pitoyable qui a besoin d'être sauvée en ce moment. Une aura de lumière violette enveloppe également Grise. Soudain, les chaînes des filles se brisent en morceaux. Grise s'émerveille de la façon dont à la fois ses blessures et les chaînes qui la liaient ont disparu. Grise et Sacha s'approchent l'une de l'autre et se prennent dans les bras pour célébrer leur liberté. Kai sourit de voir à quel point elles ont l'air heureuses. Sacha avoue à sa dame qu'elle pensait qu'elles avaient tout perdu lorsqu'elles ont perdu leur terre au profit d'Elsa. Kai demande si l'Elsa dont elle parle est l'épéiste magique aux cheveux roux. Les femmes deviennent instantanément intenses car elles pensent qu'il pourrait être l'allié d'Elsa. Il dégoûte Kai d'être pensé de cette façon. Il explique qu'Elsa est une marchande d'esclaves démons qui accorde plus d'importance à l'argent qu'à tout. Grâce à sa renommée et à ses compétences inégalées, elle a réussi à rejoindre le groupe du héros à l'âge de 17 ans. Il avoue aux filles que le simple fait de penser à elle lui donne la chair de poule. Grise veut le remercier de les avoir sauvés, alors elle demande son nom. Il répond que son nom est Kai Austin. Elle réalise qu'il est le frère d'Hera et demande pourquoi il aide des démons comme elle. Kai leur montre sa marque de mage noir et dit qu'il n'a pas sa place dans la société humaine. Elles reconnaissent la marque et réalisent maintenant pourquoi il peut utiliser la magie noire. Elles trouvent étrange qu'il puisse utiliser la magie noire de haut niveau à son âge. Kai demande quel était le but d'Arès en les gardant. Sacha demande à sa dame si elle doit lui répondre. Grise l'Y autorise et dit qu'elle fait confiance à l'homme.
Sasha dit à Kai que son frère voulait le tuer pour obtenir la classe de héros. L'homme est choqué d'apprendre qu'Ares essaie de le tuer depuis si longtemps. Grise est fière de lui dire qu'elle a refusé. Elle admet qu'elle lui doit tout pour avoir sauvé une de ses amies chères. Kai se souvient de la version reine des démons d'elle dans le futur. Alors qu'il voit Free heureuse d'être en vie avec Sasha, il comprend comment elle a fini par devenir une reine des démons qui détestait l'humanité à cause de son frère. Kai regarde son frère inconscient. Une épaisse boule de magie noire remplit sa main alors qu'il pense à tuer Ares. Il se souvient de comment il a essayé de le tuer et s'est moqué de lui parce qu'il était un mage noir. La pensée de cela le met en colère, mais il se souvient alors de quand ils étaient petits avec Colette. La pensée de Colette domine son esprit. Cela lui fait réaliser que le tuer briserait son cœur. Il retire la magie noire de sa main. Il réfléchit profondément à ce qu'il va lui faire. Avec une grande concentration, Kai invoque une petite créature faite de fluide rouge foncé de son front. Cette créature rampe dans la bouche d'Ares. Kai dit aux filles que c'est une malédiction. Le visage d'Ar commence à montrer des marques rouges. Grise demande quelle malédiction c'était. Sa seule réponse est que c'est une sorte de malédiction qui rendra sa vie misérable. Les yeux de Grise pétillent devant les choses que Kai peut faire. Sasha, d'autre part, est de plus en plus intrigué par la façon dont il peut faire une chose de haut niveau après l'autre. Il est difficile pour Kai d'expliquer qu'il commence à se gratter la tête. Son attention est attirée par les vêtements sales des filles, alors il suggère qu'il devrait faire quelque chose à ce sujet. Cela amène les filles à être conscientes de ce qu'elles portent. Le gars invoque un portail magique, y tend la main et en sort des vêtements. Il suggère qu'elles se changent ailleurs, alors elles sortent du donjon et entrent dans une maison quelque part. Alors que Kai attend que les filles se changent, il ne peut s'empêcher de penser à comment Ares est sur le point de recevoir la classe de héros à midi. Il s'inquiète surtout de l'épée sacrée du héros. Gris sort soudainement du vestiaire, excitée de montrer à Kai son nouveau look en tenue de soubrette. Elle rougit en disant à l'homme qu'elle n'a jamais porté quelque chose comme ça auparavant. Kai lui dit qu'elle a l'air bien dedans, ce qui fait rougir la fille. Elle remercie avec timidité dans ses yeux. Sasha sort également en portant une tenue de soubrette. Les filles s'excitent à parler de leur robe, mais Kai les interrompt pour parler de quelque chose de sérieux. Elle s'assoit près de la cheminée pour discuter de tout ce que Kai sait. Les filles sont choquées d'entendre son affirmation qu'il vient du futur où Grise est la reine des démons. Il les informe également que c'est Ares et le groupe du héros qui l'ont tué. Il admet avec un désespoir visible que c'est la raison pour laquelle il ne peut plus faire confiance à l'humanité. Sasha se souvient de sa puissance et pense que son affirmation qu'il vient du futur a du sens. En dehors de cela, elle trouve son affirmation que Grise serait la reine des démons très crédible. Grise le croit également de tout cœur car c'est lui qui les a sauvés. Elles ont demandé ce qu'elles devaient faire de cette information. Kai propose qu'elles écrasent Elsa. Grise est instantanément séduite par le plan car elle se souvient de la façon dont la femme a asservi son peuple. Kai promet de sauver son peuple, ce qui fait pleurer la fille de gratitude. En retour, Kai demande si lui et sa fiancée, Colette, vivent sur le territoire des démons. Grise est attristée par la mention de Kai ayant une partenaire, mais accepte ses conditions sans hésitation. Il les informe que Colette est sur le point de recevoir la classe de sainte aujourd'hui. Grise recule en sachant que le royaume sacré poursuivra une sainte si elle leur est enlevée. Kai leur dit qu'elles peuvent lui laisser les forces du royaume sacré. Il est sur le point de leur en dire plus, mais des tremblements secouent soudainement la maison. Kai emmène les filles à l'extérieur à la vitesse de l'éclair avant que la maison n'explose. Elle voit que la maison n'est plus que flammes. Des flammes surgirent avec un grand sourire machiavélique. Il rit en demandant sarcastiquement comment va Kai. Kai voit dans la main de son frère qu'il a déjà l'emblème du héros. Ar ne peut s'empêcher de rire en affrontant son frère. En regardant Kai, il remarque qu'il a l'emblème du mage noir sur sa main. Ar trouve amusant que le meilleur candidat pour être le héros soit en fait un mage noir, et que ce soit lui qui ait fini par être un héros. Il se complaît dans la gloire de la victoire sur son frère. Harry s'assure ensuite de se venger de l'avoir assommé plus tôt. La foudre le frappe alors qu'il invoque l'épée sacrée connue sous le nom de Jurandal. L'épée richement décorée apparaît dans les mains du soi-disant héros, et elle lui affirme qu'il est celui qui défend la justice. La jeune fille est terrifiée par la quantité de puissance accumulée dans l'épée. Kai, d'un autre côté, ressent une grande rage, sachant que c'est la lame qu'il a utilisée pour le tuer. Ar ordonne à son frère d'implorer le pardon. Il est pleinement confiant qu'il n'y a personne qui puisse le battre avec la puissance écrasante de l'épée sacrée à ses côtés. Il jure que Kai regrettera de s'être jamais dressé contre lui. Kai n'a aucune patience pour ces mots et lui dit de simplement le charger. Ar se sent insulté qu'un simple mage noir comme lui se dresse contre lui, mais Kai continue de prendre sa position de combat. Kai promet qu'il cassera sa précieuse épée sacrée en deux et l'humiliera. La colère et le rire enveloppent Ar. Il charge son frère et lui dit qu'il lui fera regretter ses paroles. Kai esquive sans effort ses attaques. Il regrette qu'une épée aussi puissante soit gaspillée par une piètre maîtrise de l'épée. L'héritier frustré lui ordonne d'arrêter de courir. Kai voit à quel point il est impuissant et peut dire qu'il n'a rien à craindre malgré son statut de héros. Alors qu'il continue d'esquiver les attaques, il entend une voix lui dire qu'il a débloqué une classe cachée exclusive à ceux qui ont une seconde vie. La voix nomme cette classe étoile noire. Malgré les efforts d'Ar pour essayer de le tuer,
Kai est occupé à entendre la voix lui dire qu'il a gagné la classe cachée parce qu'il a maîtrisé la classe de l'âge noir dans sa première vie. La voix l'informe également que Darkstar lui permet d'acquérir de nouvelles compétences, et que commettre des actes maléfiques accumule des points qui peuvent être échangés contre ses compétences. Juste au moment où il pense qu'il ne peut pas se permettre de commettre un acte maléfique, la voix le félicite d'avoir déjà commis un acte maléfique et le récompense avec 1000 points. La voix lui explique qu'aider les démons et s'opposer aux héros est mal. Kai est heureuse d'apprendre qu'elle n'a pas besoin de faire quoi que ce soit de mal pour gagner des points. La voix lui montre la liste des compétences qu'il peut acquérir. Son attention s'est portée sur la compétence appelée invocation d'épée démoniaque. Pendant ce temps, Har est frustré que son attention ne soit pas sur lui et son barrage d'attaque. Kai est si rapide qu'il disparaît devant Har et réapparaît derrière lui avant qu'il ne le remarque. L'emblème du mage noir s'illumine alors qu'il appelle l'épée démoniaque connue sous le nom de Trifing. La terre se fend et du gouffre sort l'épée citronnée, volant vers son nouveau maître. Kai la tient et la reconnaît comme l'épée que Gris portait en tant que roi démon. Il explique que la puissance de Trifing augmente proportionnellement à la magie noire du porteur. Puisqu'il est déjà au niveau maximum, il estime que c'est l'arme parfaite pour lui. L'épée semble si puissante à Har. C'est comme si Kai projetait une ombre sur lui. Kai le regarde comme s'il était un insecte sur le point d'être écrasé par sa botte. Kai essaie une position de combat avec sa nouvelle épée démoniaque. Il peut dire qu'elle absorbe son pouvoir et pense donc que c'est une arme à entretien élevé. Gris est choqué de voir l'épée démoniaque de son père entre ses mains. Harry l'entend et se demande ce que cela signifie. Kai voit à quel point il est distrait dans ses pensées et saisit l'occasion d'essayer de le trancher. Harry car il parvient seulement à raser quelques cheveux sur sa tête. Sa confiance disparaît alors que plusieurs maisons derrière lui sont également coupées en deux et tombent. Kai commente qu'il ne connaît pas sa propre force. Har se plaint de la puissance ridicule de l'épée. Kai essaie toujours de comprendre l'épée lui-même et réalise qu'elle convertit sa magie en force destructrice. Harry alors en réalisant qu'il a toujours l'avantage. Il explique l'opposition élémentaire entre la lumière et les ténèbres, et comment ces ténèbres ne feront que doubler sa puissance de lumière. Comme preuve, il montre que Durandal est déjà plus brillante qu'avant. Har promet de lui montrer ce que son épée sacrée peut faire. Kai sourit presque et lui dit de se lancer. Har le frappe avec un puissant faisceau d'énergie. Gris et Sacha ne voient aucun espoir que Kai puisse l'esquiver. Malgré cela, Kai affronte le faisceau de plein fouet. Une énorme explosion se produit. La fumée se dissipe pour révéler qu'il ne reste plus rien. Gris et Sacha deviennent pâles. Pendant ce temps, Harry qu'il ne reste plus rien de son frère. Il proclame qu'une nouvelle ère de gloire, d'argent et de statut lui appartient maintenant. Il se lèche même les lèvres à l'idée que Colette et beaucoup d'autres femmes lui appartiennent. Gris est tellement ébranlée que ses genoux flanchent. Harry la remarque et lui dit qu'elle aurait dû s'enfuir quand elle en avait la chance. Sacha prend sa dame dans ses bras alors que le soi-disant héros menace de les tuer toutes les deux. Kai réapparaît soudainement derrière l'ennemi, choquant Har. Kai se souvient de la façon dont la magie de l'épée sacrée est temporairement drainée après avoir libéré un puissant faisceau. Alors qu'il charge Har, il proclame que c'est la seule chance qu'il ait d'endommager l'épée sacrée et la frappe. L'épée sacrée se fissure et se sépare en deux. Har n'arrive pas à y croire. Cependant, il n'a pas le temps de réagir car Kai l'incapacitait. Kai halète. Il réalise que l'épée démoniaque consomme tellement de puissance qu'il ne peut la manier que pendant 15 minutes. Il lui vient à l'esprit que l'épée l'aurait tué s'il n'était qu'au niveau 1. Une voix lui dit qu'il a gagné 3000 points pour l'acte maléfique de briser l'épée sacrée et de vaincre le héros. Gris et Sacha sont soulagés de voir Kai vivant et victorieux. Elle s'approche du corps d'Har et voit qu'il respire encore. Les jeunes filles remarquent que les marques d'énergie sombre apparaissent sur son corps, et qu'elles atteignent la marque de l'emblème du héros sur son bras. Kai explique que sa malédiction change son emblème de héros en emblème de mage noir chaque fois qu'il essaie de blesser quelqu'un. Alors qu'il le dit, son emblème se transforme effectivement en symbole de mage noir. Il déclare qu'à partir de ce jour, Har sera connu comme un imposteur prétendant être le héros. Et par conséquent, l'honneur de la famille Austin s'effondrera. Il considère cela comme sa vengeance sur son père et sa famille. Kai veut qu'elle quitte la scène dès que possible. Agris s'approche soudainement de lui et l'appelle son seigneur. Elle le déclare le nouveau seigneur démon. Les yeux de Kai s'écarquillent sous le choc de l'implication. Quelque part dans les bois, Kula demande à quelqu'un comment va Kai. Une créature qui ressemble à une boule rouge lui dit de ne pas s'inquiéter pour lui car personne au monde ne peut vaincre son maître. Il est révélé que cette créature est assez petite pour être tenue par Collet, et qu'elle l'appelle le même Archiman dans sa chambre. L'Archiman vole avec ses petites ailes, et il lui dit que sa forme actuelle n'est que temporaire pour dissimuler son identité. Son attention est captée par les chevaliers qui arrivent vers eux. Il demande à Kula de se cacher afin qu'il ne puisse pas comprendre qu'elle est candidate pour être une sainte. Kula pense à Kai et espère qu'il reviendra bientôt. Pendant ce temps, Gris continue d'appeler Kai le nouveau roi démon. Kai lui demande de se calmer car il n'est pas celui qu'elle croit. Gris répond que le fait de pouvoir invoquer l'épée démoniaque est une preuve indéniable de son identité en tant que roi démon. Sacha confirme et ajoute qu'il doit être le plus fort de l'histoire, étant donné qu'il a vaincu le héros et brisé l'épée sacrée. Kai ne sait pas comment s'en sortir, mais réalise ensuite qu'il peut utiliser le titre pour être accepté par les démons. Gris ajoute avec enthousiasme qu'ils doivent former un serviteur. Kai ne sait pas de quoi elle parle,
Alors elle explique que le roi démon peut conclure des pactes avec d'autres et leur accorder une classe et des améliorations significatives. En retour, il jure une loyauté absolue au roi démon. Kai examine ses compétences dans sa fenêtre de statut pour voir s'il peut accorder un pacte. Il voit la compétence appelée pacte de serviteur. En dessous, il voit qu'il peut accorder différentes classes à un serviteur potentiel. Il réalise maintenant que c'est la raison pour laquelle les subordonnés du roi démon étaient ridiculement forts. Il continue à lire les conditions du pacte et voit que la trahison d'un serviteur envers le roi démon signifie sa mort. Cela le rend réticent à l'utiliser, mais Grise est toujours déterminée à aller de l'avant, car elle se sent obligée par le devoir de jurer fidélité au roi démon. Elle ajoute qu'elle n'a aucun souci car elle sait que Kai est une bonne personne. Kai leur a redemandé si elles en étaient sûres. Les deux filles se mettent à genoux pour être prêtes à ce qu'elles considèrent comme un honneur. Kai déverrouille la compétence de pacte de serviteur et dit à Sacha qu'elle sera son général démon. Sacha ne se sent pas digne d'un tel titre, mais Grise lui assure que cela convient à quelqu'un d'aussi loyal qu'elle. Kai lui demande quelle est sa décision. Elle prend un visage fort et répond que ce serait un honneur pour elle de servir le roi démon en tant que son loyal général démon. Kai pose sa main sur elle et lui confère la classe de général démon. L'emblème du général démon apparaît sur sa main gauche, et elle sent comment une puissance débordante coule en elle. Kai s'émerveille de la puissance qu'il peut conférer. Grise prend son tour pour lui jurer fidélité et demander le pouvoir de sauver son peuple en tant que l'un de ses 4 rois célestes. Kai se rend compte à quel point ses yeux sont déterminés à le suivre malgré qu'elle ait la possibilité de devenir elle-même un roi démon. Il pense à comment il n'aurait jamais pensé qu'un jour viendrait où il formerait un pacte de serviteurs avec un roi démon. Il pose sa main sur sa tête et lui confère le pouvoir. En un instant, Grise se remplit d'une énergie magique sombre qui éclipse les maisons de la ville. Kai et Sacha regardent avec de grands yeux sa puissance impressionnante. Grise applaudit avec enthousiasme sa nouvelle vie en tant que servante de Kai. Cependant, Kai n'arrive toujours pas à se remettre de sa puissance, il ne la voit donc pas comme sa servante pour le moment. Les deux filles se serrent dans les bras pour célébrer leur nouvelle vie avec Kai. Kai regarde les filles et est satisfait de voir à quel point il a changé le destin de chacun. Soudain, un groupe de chevaliers sacrés arrive en marchant sur leur chemin. À leur tête se trouve le père de Kai qui exige que son fils explique ce qui s'est passé. Le père de Kai, les oies nocturnes divines, pointe une épée sur son fils et exige de savoir pourquoi Arès est au sol et pourquoi il s'est rangé du côté des démons. Kai informe Grise qu'il est le chef des chevaliers sacrés et qu'il est son père. Pendant ce temps, les autres chevaliers s'occupent d'Arès et voient qu'il respire encore. Encore une fois, Guy demande à Kai ce qu'il a fait. Kai répond qu'il est maintenant un mage noir, et qu'il s'efforcera de devenir le roi démon. Gise voit la marque des ténèbres sur sa main et réalise que tout ce qu'il vient de dire est vrai. Il crie à son fils pour avoir perdu la fierté et le cœur de la justice. Voir son père parler de justice rend Kai malade. Il se souvient de combien son père a torturé et menacé au nom de la justice, et comment il a même caché la naissance de Grise en tant que roi démon. Il se souvient ensuite d'avoir conclu un accord avec lui pour restaurer son nom Austin, seulement pour ordonner son exil et son exécution. Cela l'amène à dire à son père qu'il préfère être mauvais plutôt que de soutenir sa marque de justice. Gise pense qu'il a été corrompu par sa classe de mage noir. Kai lui assure qu'il ne sera plus son problème puisqu'il a renoncé à ses liens avec la famille Austin. Il se considère comme exilé, puis claque des doigts. Soudain, à l'horreur de Gise et de ses hommes, des flammes les entourent. Chaque maison et structure que Gise regarde est un brasier brûlant. Il reçoit des rapports de ses hommes selon lesquels le feu est partout. Les habitants s'enfuient. Grise demande à Kai quand il a préparé cela, alors il répond qu'il l'a déjà mis en place lorsqu'il la cherchait et s'est assuré que le feu ne soit que voyant et ne fasse aucune victime. Une voix félicite Kai pour l'acte maléfique d'avoir mis le feu au territoire de ses parents et lui attribue 500 points pour cela. Kai se sent béni que son nouveau pouvoir soit très compatible avec sa mission de vengeance. Il voit dans sa fenêtre de statut qu'il a acquis la compétence d'amélioration d'attributs sombres. Gise lui demande comment il peut faire ça. Kai lui déclare que la disparition de la famille Austin est sa marque de justice. Gise ordonne à ses hommes de le tuer, alors il l'entoure. Kai a mis hors de combat tous les chevaliers qui ont essayé de l'attaquer d'un seul coup. C'est alors que Gise charge sur lui. Kai libère son épée démoniaque et croise le fer avec son père. Gise reconnaît l'épée et cela le met encore plus en colère. Alors qu'il essaie d'achever son fils, Kai voit une ouverture et lui coupe le bras droit. Le vieil homme crie en voyant son bras rouler au loin. L'un des hommes de Gise remet son épée à son commandant. Le chef des chevaliers sacrés sourit car il sait qu'il peut facilement guérir son bras. Il est choqué de réaliser que son bras ne repousse pas. Kai l'informe qu'il a utilisé une magie qui empêche toute forme de guérison. Il se souvient comment il a lancé cette compétence de mage noir de haut niveau au moment où il l'a frappé. Il dit à son père qu'il n'a arrêté le saignement qu'en dernier acte de miséricorde pour lui. Gise demande comment il peut utiliser une magie de si haut niveau alors qu'il vient de recevoir sa classe. Kai ne répond pas et lui rappelle plutôt qu'un guerrier sans bras dominant est inutile au combat. Il déclare que la justice de Gise n'a plus aucun pouvoir. Le vieil homme est confus quant à savoir pourquoi il ferait cela à son propre père. Kai se souvient comment il l'a séparé de Cullet, ainsi que lorsqu'Arès lui a dit que c'était leur père qui voulait sa mort. Kai répond que c'est lui qui l'a tué, mais Gise n'a aucune idée de ce dont il parle.
Une voix attribue 500 points à Kai pour avoir laissé son père sans espoir de guérison. Giz voit alors Arès inconscient à proximité et sourit en ayant une nouvelle idée. Giz réalise lentement que si Kai n'a pas reçu la classe de héros, alors Arès doit être le héros que Saint Johann a prophétisé. Il est confiant qu'il peut battre Kai avec le héros tant qu'il est le héros. Il dit que le chevalier est nerveux alors qu'il pointe vers l'emblème d'Arès. Le père est choqué de voir qu'Arès porte également la marque d'un mage noir et nie que les prophéties de Saint Johann ne se trompent jamais. Kai pense secrètement qu'il a camouflé la marque de lumière d'Eri en celle de la marque des ténèbres. Il pense à la nécessité de se préparer pour Johann car il le considère comme son ennemi le plus dangereux au sein du groupe du héros. Il se souvient de sa capacité à avoir un aperçu de 7 jours dans le futur et voit qu'il doit être éliminé dès que possible. Kai regarde attentivement son père d'un air déprimé, et il demande si la marque du mage noir signifie qu'Arès sera exilé. Giz hurle le mot non, et il pleure pour la gloire du nom de la famille Austin. Il dit à ses hommes de ne pas soigner Arès et le considère comme n'étant plus Austin. Kai s'éloigne satisfait qu'Arès ait perdu son statut noble à cause de sa tromperie. Il dit à son père qu'il le laissera à sa tristesse. Giz lui demande s'il veut vraiment se ranger du côté des démons. Kai répond qu'il le fera parce qu'il les considère comme plus dignes de confiance que les humains. Il pense ensuite à Colette et à la façon dont elle est la seule humaine en qui il a confiance. Il regarde Grise et Sacha et les voit comme étant plus nobles que la race humaine. Il se souvient à quel point elles s'aiment lorsqu'elles ont célébré leur liberté dans le donjon. Pour s'assurer que c'est fini, il dit à son père son dernier adieu. Lui et les filles passent la porte de la ville, où le gardien lui demande ce qui se passe à l'intérieur. Kai lui dit qu'il n'y a rien d'important et lui ordonne ensuite de tuer quiconque le poursuit. Le gardien hésite, mais dit qu'il suivra son ordre. Texte. Le gardien voit Kai et les filles disparaître instantanément devant lui. Les trois réapparaissent au bord d'un lac. Les filles constatent que la ville détruite est déjà loin en arrière-plan. Grise félicite Kai de n'avoir montré aucune pitié envers son père, puis lui demande s'ils vont ensuite se rendre sur le territoire des démons. Kai répond qu'il aimerait d'abord aller au village de Lux pour récupérer Colette. Il a ensuite l'idée de renforcer les deux filles avant le voyage. Il pointe sa main vers les filles pour leur conférer des améliorations de capacité. Les filles sentent une puissance chaleureuse circuler en elles. Kai explique qu'il peut partager les compétences qu'il a acquises avec ses subordonnées sans qu'elles disparaissent de sa personne. Les corps des filles sont submergés par la sensation de puissance et il s'excuse auprès d'elles. Elles s'assoient sur des rochers pour se reposer. Là, Kai sort le bracelet doré de Cullet et continue de se demander si c'est l'objet qui lui a donné sa seconde vie. Il a l'idée d'utiliser la compétence d'évaluation d'objets, et elle l'informe que le bracelet a été imprégné du pouvoir du Saint du Temps. Il est reconnaissant de confirmer que c'est grâce à Cullet qu'il a eu une seconde chance. Il se souvient qu'elle le lui a donné et qu'elle a ensuite promis de se revoir. Kai ressent la victoire d'avoir déjà changé l'avenir et la façon dont il a pris plus de mesures pour être heureux avec elle. Il se concentre ensuite sur le fait que l'évaluation a dit que Colette est une sainte du temps et se demande si cela signifie que la fille a également obtenu son diplôme d'une classe cachée comme lui. Grise le surprend en pleine réflexion et lui demande ce qui ne va pas. Cela fait que Kai se recentre sur le départ. Ses yeux montrent sa détermination à rejoindre Colette. Ailleurs, un messager de la nuit sainte s'agenouille devant Johann. Johann sourit maintenant qu'il a des informations sur l'endroit où se trouve Colette. Mystérieusement, il l'appelle la Sainte du Temps. Johann et son escouade de 5 chevaliers ont maîtrisé et ligoté les habitants du village de Lux. Chacun des habitants est menacé d'un mot pendant que Johann les interroge. Après avoir saisi l'emplacement de Colette grâce à tous leurs témoignages, Johann annonce que son interrogatoire est terminé. Comme s'il ne venait pas de menacer leur vie, il les remercie poliment de leur aide. Il ordonne à ses hommes d'utiliser la magie de l'oubli sur les gens. Un homme ligoté s'oppose au sort car il est connu pour rendre les gens fous. Johann n'a aucune patience pour ces plaintes et ordonne donc qu'il soit tué à la place. Il va voir les autres capturés et demande si l'un d'eux s'oppose à la magie de l'oubli. Aucun d'eux ne prend la parole, alors Johann continue de sourire en voyant que personne d'autre ne s'oppose à lui. Plus tard dans les bois, Colette est poursuivi par 2 saints chevaliers. Johann les dirige alors qu'il prêche sur la façon dont tout ce que l'Église a fait est pour qu'ils puissent être sauvés. Il pense à son objectif d'atteindre le pouvoir de la deuxième boucle, et à la façon dont il a découvert grâce à sa compétence de prophétie qu'il a besoin de la Sainte du Temps pour l'atteindre. L'un des hommes demande pourquoi la Sainte s'enfuit d'eux. Alors Johann lui dit que c'est peut-être parce que c'est la nuit, et que Colette les a pris pour des voleurs. Il se demande si elle s'enfuit parce qu'elle a déjà un aperçu de ses plans pour elle. Finalement, Colette, avec l'archimage sous la forme de Chibi, se retrouve coincée par les saints chevaliers. Johann s'incline avec un respect insincère envers Colette. La voir et la marque de la Sainte du Temps sur sa main lui donnent l'impression que tout se passe comme il le souhaite. Il lui dit qu'une prophétie lui a révélé qu'un roi démon va naître. Ils ont donc besoin de son pouvoir de sainte pour protéger la capitale en érigeant la grande barrière. Colette informe tout le monde que la naissance du roi démon a déjà été arrêtée par Kai. Elle essaie de raisonner que la moitié de la population humaine aurait dû être tuée maintenant selon la prophétie. Pourtant, si cela ne s'est pas produit, c'est que Kai l'a arrêté. Le confus Johann lui demande comment elle connaît sa prophétie. La fille répond qu'elle l'a entendue de Kai et qu'il la connaît parce qu'il vient de 5 ans dans le futur. Johann rit, réalisant que Kai est un témoin de la deuxième boucle.
Il dépeint Kai comme un monstre en informant Colette que son fiancé a utilisé sa magie noire pour presque tuer son frère et a mis le feu au territoire d'Austin avant de s'échapper. Colette croit qu'il ment, mais Johan répond que sa prophétie lui a également montré que Kai est le roi démon. Il ordonne à ses hommes de la capturer pour avoir pris parti pour le roi démon. Johan pense à la façon dont il doit prendre Colette en otage pour attirer Kai vers lui et lui soutirer des informations. Avec la Sainte du Temps de son côté, il voit le jour où il gouvernera le monde approcher. L'archidémon se transforme soudainement en sa forme monstrueuse, effrayant les saints chevaliers. La créature en griffe avec ses griffes gigantesques. Johan est tellement surprise qu'elle tombe par terre. Colette dit au méchant qu'elle a réalisé que l'affirmation de Kai selon laquelle Johan est la source de la corruption de l'Église est vraie. Elle lui ordonne de se repentir, et il s'excuse immédiatement. L'Arcdémon pense qu'il ment et préférerait simplement le tuer. La toujours compatissante Culée lui ordonne de se retirer. Johan est à genoux, expliquant à Culée que c'est le pape qui lui a ordonné de la capturer, et qu'il n'en voit plus la nécessité si la naissance du roi démon a été arrêtée. Il jure à son Dieu qu'il dit la vérité. Collet le croit et ordonne à tout le monde de déposer leurs armes. Johan ordonne à ses hommes de lui amener celui qui a été blessé plus tôt. Collet se porte volontaire pour le soigner, mais Johan insiste pour le faire à la place. Il sort une bouteille de potion de guérison et la donne à l'homme blessé. Johan sourit et félicite sarcastiquement Culée d'être une femme douce. L'Arctoman prépare un coup de grâce sur l'homme blessé pour se préparer à ce que le méchant prépare. Pendant ce temps, l'homme blessé crie de douleur. Après une seconde, son corps se transforme en une brute costaude assez forte pour bloquer le coup de poing de l'archidémon sur lui. Johan annonce que son booster de niveau peut amener n'importe qui à plus de 800 niveaux. L'archidémon affronte la brute nouvellement musclée, et Johan voit que Culée est laissée sans protection. Il lance une flèche de lumière sur elle. La flèche de lumière sacrée se dirige vers Culée, mais l'archidémon se place devant elle et encaisse les dégâts. Colette s'inquiète pour son ami. Cela n'arrête pas la souffrance du démon car il continue de crier sa douleur. Johan voit le sacrifice du démon comme une faiblesse inappropriée pour un démon supérieur comme lui. Le saint chevalier médite pour activer ses améliorations pour la bataille. La question est de savoir si ce qu'ils sont sur le point de faire est la bonne chose, mais il charge quand même pour une attaque. Il blesse l'aube sur tout son corps lui causant une douleur supplémentaire. Culée dit à Johan qu'il devrait avoir honte d'être appelé un saint à cause de la lâcheté de ses tactiques. Johan répond que tout ce qu'il fait est bon car il a été celui à qui Dieu a confié d'être l'incarnation du bien et de la justice. L'arcdémon pense qu'il est une ordure de penser ainsi. Bien qu'il soit déjà faible, le démon pense toujours à Collet et l'exhorte à s'enfuir. Il se transforme en poussière alors que Collet regarde ce qui lui arrive avec horreur. L'homme costaude se sent renforcé par sa victoire sur l'archidémon. Son moment de fierté est interrompu car il ressent une douleur intense sur tout son corps. Il continue de crier à quel point ça fait mal. Il supplie son seigneur Johan de le soigner. Au lieu d'avoir pitié de lui, Johan lui ordonne de rester loin de lui. C'est Khalid qui s'approche et le soigne à la place. Cela amène l'homme à pleurer instantanément de culpabilité pour ce qu'il vient de lui faire. Malgré sa tentative, l'homme meurt quand même. La seule réaction de Johan est d'exprimer à quel point il a rendu Colette toute sale. Colette demande s'il savait que sa potion lui ferait cela. L'homme répond que peu importe le nombre d'expériences qu'il a faites, les effets sur les buveurs sont restés les mêmes. Colette pleure pour l'homme mort et appelle Johan le vrai démon auquel l'humanité devrait s'opposer. Johan s'approche d'elle pour un jeu de pouvoir en la réconfortant. Il dit ensuite à ses hommes que le fait d'avoir le subordonné du roi démon comme garde du corps prouve que Culée a été corrompu. Cela le justifie de mettre des chaînes de lumière dorée sur Culée pour la retenir. Johan avertit la femme qu'à chaque fois qu'elle exprime son soutien au roi démon, ces chaînes se resserrent. Elle insiste sur le fait que Kai n'est pas le roi démon. Johan savoure comment son amour pour Kai ne fera que la plonger dans plus de souffrance à mesure que les chaînes se resserrent autour d'elle. Colette est remplie de larmes en pensant à son amour. Un des chevaliers demande à Johan d'être moins cruel puisque la dame a fait preuve de miséricorde envers eux. Cela insulte le méchant qui tue le plaignant avec un rayon de lumière au front. Colette n'arrive pas à croire à quel point Johan est cruel, même envers ses propres hommes. Johan fait un discours sur la façon dont tout ce qu'il fait est bon parce qu'il a été choisi avec le titre de saint. Les chaînes se resserrent autour de Colette, mais tout ce à quoi elle peut penser, c'est qu'elle a échoué à Kai en étant capturée. Johan est excité de savoir ce que le roi démon va faire maintenant qu'il a Culide entre ses mains. Ailleurs, Kai regarde le ciel, se demandant si sa bien-aimée est en sécurité. Il retourne à la cabane où il séjourne avec les filles démons. Il voit que les filles ont préparé leur dîner et commente à quel point ça sent bon. Juste au moment où il s'enthousiasme à l'idée de commencer à manger, la crête des ténèbres de Kai commence à lui faire mal, ce qui lui fait lâcher le bois de chauffage de ses mains. Il se rend compte que ce qu'il ressent, c'est le pouvoir de l'archimonde qui lui revient, ce qui lui fait craindre qu'il se soit passé quelque chose de mauvais. Il parle avec l'archimonde par télépathie et lui ordonne de lui dire ce qui s'est passé. Le démon rapporte que Culée a été enlevé, ce qui plonge Kai dans la panique. Grise et Sacha sont dans la cabane et préparent le dîner en utilisant la viande que Kai a chassée pour elle. Sachant cela, Grise commence à parler de l'excellence de son maître en tant que chasseur sans arrêt. Elle se souvient comment elle le mentorait lorsqu'ils essayaient d'attraper des lapins. Elle pense que c'était incroyable qu'il ait attrapé un lapin instantanément à ce moment-là.
Sacha remarque à quel point Grace est heureuse à chaque fois qu'elle parle de Kai. Elle se moque d'elle pour cela, laissant Grace confuse. C'est alors que Kai est entré dans la cabane et a laissé tomber son bois de chauffage. Il rapporte aux filles que Cullet a été enlevé. Il leur dit que l'Arctamin qu'il a gardé a été vaincu. Grace trouve impossible qu'un Arctamin soit vaincu à moins qu'il ne fasse face à une armée. Kai craint que Collet ne soit maintenant complètement seul. L'Arctoman s'excuse auprès de son maître et dit que c'est Johan et ses 5 chevaliers qui ont capturé Collet. Il rapporte également que Johan a appelé Kai le témoin de la seconde vie. Cela choque le mage parce qu'il n'a aucune idée de comment Johan aurait pu le savoir. Il se rend compte qu'il aurait dû se battre contre la possibilité de le découvrir grâce à sa compétence de prophétie. Il se rend compte que Johan savait que Cullet avait des pouvoirs temporels depuis sa première vie et qu'il a fait une priorité de la forcer à créer la barrière qui protégeait la capitale. Il se demande quel est son but et s'il veut retourner dans le passé. L'Arche-Timoun continue de rapporter que Johan a affirmé que Kai est le roi démon et qu'il a également placé Cullet dans des entraves sacrées pour la priver de son libre arbitre. Kai imagine l'horreur de sa bien-aimée étant réduite en esclavage dans les chaînes sacrées et est horrifié. Il se calme et dit à l'Arctoman de se reposer. Kai voit que Kai ne bouge pas, alors elle demande s'il va bien. L'homme tremble de rage en pensant qu'il ne pardonnera jamais à Johan et à l'église. Il jure qu'ils auront un sort pire que la mort. Grise le frappe dans le dos avec une main améliorée par la magie noire pour le sortir de son sérieux flot de pensée. La fille lui dit de ne pas porter le monde sur ses épaules seul et de réaliser qu'il a elle et Sacha pour alléger son fardeau. Les filles continuent en disant qu'elles peuvent secourir Cullet ensemble. Kai revoit comment il considérait autrefois les démons. Il les remercie toutes les deux d'être disposées à l'aider. Il s'émerveille de la façon dont il considère maintenant les démons comme ses alliés. Il parle de ce qu'ils doivent planifier. Alors Kai leur dit qu'une puissante barrière couvrira bientôt la capitale sainte et qu'il est presque impossible de la franchir. Il dit même que même Grise à son plus fort dans le futur n'a pas pu la pénétrer lors de ses multiples tentatives. Les filles lui demandent quel est le plan, alors il dit qu'ils doivent envoyer un informateur à l'intérieur de la capitale. Il explique que la barrière est renforcée par des artefacts sacrés à l'intérieur du château, et qu'ils devraient envoyer l'informateur à l'intérieur pour les détruire. Les filles ne peuvent imaginer personne travaillant pour elles. Kai sourit, faisant réaliser à Grise qu'il y a déjà pensé. Il répond qu'il l'a déjà fait, mais que briser la barrière ne suffirait pas s'il n'y avait que 3 d'entre eux pour attaquer la capitale sainte. Il suggère qu'ils doivent d'abord récupérer le territoire des monts de Grise. Grise proteste puisqu'ils doivent d'abord sauver Cullet, mais Kai lui assure qu'ils doivent le faire d'abord pour que leur plan fonctionne. Kai pense à comment Johan vient de créer un roi démon encore plus terrifiant que Grise dans le futur. Un poignard est soudainement lancé sur Kai par la fenêtre qu'il parvient à esquiver. Une personne avec un visage caché et une capuche blanche et des lames comme armes entre dans la cabane. Ce mystérieux visiteur demande si Kai est le roi démon. Il est révélé qu'il y a de nombreux ennemis cagoulés entrant dans la cabane, et ils se présentent comme les purificateurs tout en chargeant pour une attaque. Kai dit aux filles en évitant les attaques du purificateur qu'ils sont la face cachée de l'église qui élimine les gens dans l'ombre. Un des ennemis lui lance des poignards. L'homme est tellement occupé à esquiver les attaques d'un purificateur qu'il ne parvient pas à essayer d'éviter les poignards. Heureusement, Sacha se met devant son maître et bloque les poignards avec une assiette. Grise l'aide également en expulsant un purificateur de la cabane. Malgré le fait d'être encerclé et en infériorité numérique, le trio est confiant de pouvoir affronter les méchants. Kai se souvient avoir eu du mal à affronter les purificateurs dans sa vie précédente. Alors qu'il déclare qu'il est beaucoup plus fort maintenant, il libère une énergie magique noire explosive qui repousse les purificateurs. Il reconnaît également qu'il a maintenant des alliés. Sacha lance des assiettes sur les purificateurs tout en les frappant en l'air pour les rendre plus forts. Les assiettes frappent le purificateur avec suffisamment de puissance pour les mettre hors d'état de nuire. Pendant ce temps, Grise libère un liquide rougeoyant et le manipule ensuite pour qu'il devienne un fouet qui frappe tous les purificateurs qui l'entourent. Kai est impressionné par la façon dont ils peuvent combattre le purificateur si facilement, mais conseille toujours à Grise de ne pas baisser sa garde et de les traiter comme s'ils étaient des lapins des bois. Grise ne sait pas de quoi il parle jusqu'à ce qu'elle se souvienne de l'époque où il chassait des lapins, et Kai lui a dit que les lapins se cachent généralement dans l'ombre des arbres lorsqu'ils sont acculés. Ces enseignements les ont conduits à un lapin caché derrière un arbre. Grise sourit au souvenir puis s'alerte. Pendant ce temps, il y a des purificateurs cachés dans les buissons qui attendent l'occasion de lui tendre une embuscade. Grise ferme les yeux et se concentre sur son oui. Le purificateur voit une ouverture et charge sur elle. Il ne réalise pas le fluide rougeoyant sur le sol où il court. Il se transforme soudainement en pieux qui les élimine tous. Les pieux avec des corps suspendus sont encore plus hauts que les arbres. Grise pense qu'il est tout à fait naturel qu'elle ait réussi parce qu'elle a mis les enseignements de Kai à cœur. Les filles se sentent tellement plus fortes, et elles remercient leur nouveau contrat avec Kai. Kai reconnaît qu'elles ont raison, mais reconnaît également que leurs capacités naturelles ont beaucoup contribué à aider. Sacha lui montre qu'elle en a capturé un. Kai offre à l'homme de conclure un contrat avec lui et de devenir son familier. Grise s'y oppose, mais Kai lui fait signe de reculer. Le captif dit que quelqu'un comme lui qui jure son allégeance à l'église ne s'allierait jamais avec lui. Puisqu'il a dit non, Kai ordonne à Grise de le transformer en mort-vivant en utilisant ses pouvoirs de vampire à la place.
Le captif s'imagine comme une créature mort-vivante et est plus horrifié par cette possibilité. Kai demande son nom, alors l'homme répond qu'il est Matteo. Kai rappelle à Matteo que s'il devient son familier, alors il mourra s'il le trahit un jour. Il pose sa main sur la tête de Matteo et lui donne la classe de commandant démon. Le purificateur ressent soudain un pouvoir débordant en lui. Gris demande à nouveau à Kai pourquoi il a fait d'un humain et d'un ennemi son familier. Il répond qu'il sera leur informateur dans la capitale sainte. Gris retire son objection et s'enthousiasme à la place pour qu'il lui dise son plan. Kai se tourne à nouveau vers Matteo et lui ordonne de dire à Johan que le roi démon possède un objet essentiel pour le second cycle de vie, et que le saint doit se diriger vers le sud pour l'obtenir. Kai dit alors que son plan est de rassembler plus d'informateurs au sein des rangs ennemis en transformant davantage de personnes en familiers, puis de les utiliser pour briser la barrière de la capitale sacrée le moment venu. Gris est impressionné par son esprit stratégique, la convainquant une fois pour toutes qu'il est vraiment le roi démon le plus fort. Une voix informe Kai qu'il reçoit des points pour avoir vaincu les purificateurs et en avoir transformé un en informateur. Kai pense à tous les alliés et ressources qu'il peut obtenir au nom du sauvetage de Colette. Sacha crie soudainement en voyant un démon avec des traits de mouton couverts de blessures sur le sol. Gris lui demande ce qui s'est passé, alors le mouton leur dit qu'il a couru avec les autres lorsque le territoire des démons a été perdu. Il continue en disant, en luttant pour parler, que les noms d'Elsa, Kai, Gris et Sacha étaient en route vers le royaume des démons quand ils se sont reposés dans une ville. Le démon mouton remercie le trio de l'avoir sauvé car il est maintenant en bonne santé grâce à leur aide. Gris lui jure qu'elle ne laissera jamais aucun de ses peuples mourir. Le mouton se vante auprès d'elle par respect. Il pleure sur le fait que leur terre est maintenant aux mains d'Elsa et de sa faction et demande qu'il soit prudent. Le trio se dirige vers une taverne où des hommes boivent en parlant de la facilité avec laquelle ils ont pillé un endroit. Bien que cela attire l'attention de Kai et des autres, c'est leur discussion sur la façon dont Elsa recevra bientôt le titre de noble qui les met vraiment en colère. Kai calme Gris en sachant que c'est une opportunité d'obtenir des informations sur la faction d'Elsa. Le serveur sert à Gris une omelette au riz, lui faisant oublier son humeur alors que son attention se tourne vers son dîner. Pendant ce temps, Sacha verse un verre de vin à sa dame. La beauté de la jeune fille attire l'attention des hommes. L'un d'eux s'approche de la table du trio et demande à Sacha de lui servir aussi un verre. Sacha refuse, mais l'homme montre son droit à être servi en révélant qu'il est l'un des avant-gardes d'Elsa. Pendant ce temps, Gris est excité de commencer à manger son omelette. L'avant-garde se sent insulté qu'elle ne fasse pas attention à lui, alors il renverse leur table. Les copains de l'avant-garde rient pendant qu'il intimide, contrairement à la foule, qui est horrifiée par ce qui va arriver. Gris voit son omelette ruinée sur le sol et se met en colère contre le tyran. L'avant-garde dit à Kai qu'elle va lui prendre ses filles démons. Kai dit calmement à l'homme d'arrêter. L'homme voit son blason de mage noir et le juge assez audacieux pour lui tenir tête. Kai lui ordonne de payer l'omelette, alors l'homme prépare ses poings américains cloutés en métal pour un combat. Il loue la bravoure de Kai de ne pas s'enfuir dès qu'il voit son poing américain. Kai dit calmement que tout ce qu'il veut, c'est poser des questions, mais l'homme le frappe quand même. Son coup de poing provoque une explosion qui le rend sûr de sa victoire. Cependant, il ressent soudainement de la douleur et est mis hors d'état de nuire. Son état fait se demander à Kai s'il n'en a pas trop fait. La foule est stupéfaite, ainsi que les autres sous-fifres d'Elsa. Kai fait face aux sous-fifres et exige qu'ils répondent à toutes ces questions. Il continue en leur disant qu'un mage noir a de nombreux sorts de torture, forçant les hommes horrifiés à dire qu'ils vont tout lui dire. Il se dirige à l'extérieur, où les hommes racontent à Kai comment Elsa utilise des démons comme esclaves. Kai retourne ensuite à l'intérieur avec un grand sourire sur son visage et un sac rempli de l'argent des sous-fifres pour acheter des boissons à tout le monde. La foule applaudit en levant leur verre de bière. Kai dit aux filles qu'il ne veut pas qu'Elsa soit au courant de cet événement, alors il va profiter du fait que tout le monde est ivre pour qu'il soit plus susceptible à son sort d'effacement de mémoire inoffensive de haut niveau. Pendant ce temps, les sous-fifres d'Elsa sont attachés à l'extérieur en pleurant sur l'argent qu'ils ont perdu. Les filles se réjouissent qu'il leur reste de l'argent pour s'acheter de nouveaux vêtements. Kai trouve que c'est une bonne idée car leurs vêtements faits attirent trop l'attention. Pendant ce temps, il y a une femme à capuche avec des lunettes dans la foule, observant tranquillement le trio. Un bataillon de chevaliers sacrés marche vers la ville où Kai et les filles se reposent. Ils s'arrêtent seulement pour interroger les sous-fifres d'Elsa. Le vieux commandant des chevaliers montre aux sous-fifres une image magique de Kai et demande s'ils l'ont vue. Le chef des sous-fifres regarde bien l'image, mais rapporte quand même qu'il n'a vu personne comme lui. Pendant ce temps, Kai, Sacha et Gris sont sur la colline voisine et observent les chevaliers. Sacha compte que leur nombre est de 300 au total et qu'ils sont probablement les chevaliers templiers d'élite. Kai voit que les ennemis agissent si rapidement alors qu'il y a à peine un jour, ils ont envoyé des purificateurs après eux. Il se demande ce que Johan prévoit s'il mobilise toute l'église pour l'attraper. Il pense aussi à ce qu'il fera aux chevaliers une fois qu'il aura découvert qu'ils ont blessé Colette. Il fait face à Gris et Sacha et leur ordonne de tuer tous les chevaliers. Les filles font face à leur maître sans un regard d'hésitation. Kai continue ensuite en disant qu'elles doivent le faire sans endommager leur corps. Elles sont confuses quant à la raison pour laquelle il veut qu'elles se retiennent alors que leurs ennemis sont nombreux et ont des attributs de lumière pour les protéger de leur magie noire. Kai exprime sa confiance que les deux sont si fortes qu'elles peuvent le faire facilement. Les deux ont l'air hésitantes,
mais disent qu'elles lui font confiance. Avec tout planifié, il leur ordonne de commencer. Kai entend alors un bruissement dans les buissons, mais choisit de l'ignorer. Le bataillon de chevaliers sacrés quitte les lieux avec d'énormes sourires sur leur visage en portant tellement de sacs d'argent qu'ils ont pillé dans la ville. Le commandant voit alors une silhouette d'une personne au loin. En regardant de près, il réalise que c'est leur cible, Kai. Le commandant et ses soldats prennent les armes tout en accusant Kai de l'arrogance d'apparaître devant eux. Kai demande si Colette est en sécurité, mais le commandant lui dit qu'ils n'ont pas à lui dire quoi que ce soit et qu'elle vivra et mourra comme il plaît à l'église. Cela conduit Kai à le considérer comme de la racaille. Soudain, il y a une explosion à l'arrière du bataillon. Il s'avère que Sacha et Grise ont lancé leur attaque et font tomber des chevaliers un par un. Le commandant est stupéfait de voir des élites être vaincus si facilement. Après un moment, Sacha pose sa lame sur le commandant et dit à Kai qu'elle a le dernier chevalier debout. Kai se demande s'il ne devrait pas le tuer tout de suite, considérant qu'il est un commandant. Le commandant le regarde avec peur en réalisant qu'il a pensé à une utilisation pour lui. Pendant ce temps, Grise annonce qu'elles ont réussi à rassembler tous les cadavres des chevaliers et qu'ils sont en parfait état comme ils le voulaient. Ils ont regardé autour des affaires des chevaliers et ont trouvé de nombreux biens pillés. Kai regarde les cadavres et voit l'occasion parfaite de tester un sort. Grise demande ce qu'il devrait faire des corps. Les filles sont stupéfaites lorsque leur maître répond qu'il va les transformer en ses alliés. Il invoque un cercle magique pour activer un sort que la société considère comme une rébellion contre Dieu. Le cercle magique sur le sol est assez large pour envelopper une petite ville. Lentement, la lumière rouge du cercle fusionne avec le tas de corps. Après une seconde, tous les chevaliers se relèvent en tant que morts-vivants sans esprit avec des yeux rouges brillants. Grise peut à peine croire à quel point la nécromancie de son maître peut englober. Le commandant tombe au sol après avoir vu ses anciens hommes l'entourer avec un regard d'yeux rouges brillants. Kai les surnomme son armée imbattable de chevaliers d'élite. Le commandant effrayé considère cela comme un acte impardonnable contre Dieu. Kai trouve une insulte dans son commentaire. Il pense à la façon dont son Dieu n'a rien fait quand Collet et lui ont été séparés, et lui dit plutôt que c'est lui qui ne pardonnera pas à Dieu. Pour le commandant, il ressemble au diable lui-même. Kai demande au commandant quel est son nom et le laisse choisir s'il veut être un subordonné du roi démon ou un mort-vivant. Une voix félicite et attribue à Kai des points pour avoir vaincu une armée de chevaliers sacrés et avoir fait défection à leur commandant. Le démon Arche apparaît sous sa petite forme pour dire à Kai qu'il a vaincu les éclaireurs, donc Johan n'entendra pas parler de ça. L'archidémon demande également à son maître ce qu'il devrait faire de l'autre affaire. Kai regarde les buissons derrière lui et dit qu'ils doivent s'en occuper aussi. Pendant ce temps, dans les buissons, une silhouette à capuche garde un œil sur le groupe. Arrête au milieu des bois avec un œil blessé, se plaignant de la malchance qu'il a eue récemment. Il blâme son frère, Kai, pour tout cela juste avant que ses genoux ne cèdent, et il tombe au sol. Pendant ce temps, un chariot le dépasse et s'arrête lorsque les personnes à l'intérieur le voient. Plus tard dans la nuit, Ar est emmené dans un manoir où la dame de la maison lui donne autant de nourriture que son cœur le désire. La dame dit qu'elle est heureuse de le voir en sécurité et qu'elle est honorée de rencontrer le héros. Elle demande ce qui lui est arrivé. Ar se souvient d'il y a 3 jours, lorsqu'il a essayé d'entrer dans le domaine de la famille Austin. Il exige que les gardes le laissent entrer en tant que deuxième fils de la famille Austin. Il leur montre son blason de héros, mais les gardes ne le croient toujours pas et lui demandent de montrer plutôt l'épée sacrée. Ar lui dit qu'elle est cassée, ce qui fait que le garde le croit encore moins. Frustré, Ar essaie de frapper le garde. Le garde bloque le coup et voit que son blason sur sa main s'est transformé en symbole du mage noir. Ar regarde sa main et se demande pourquoi elle a changé. Un des gardes ordonne aux autres de le tabasser pour avoir usurpé l'identité du héros. Cela conduit les autres à préparer leurs armes. Un des gardes sourit à l'idée de pouvoir frapper son ancien maître pour avoir été une personne terrible avec lui dans le passé. Ar essaie de s'expliquer, mais il ne l'écoute pas et le tabasse. Après cela, ils lui disent de ne plus jamais montrer son visage au domaine. De retour dans le présent, Ar est toujours en colère à cause de ce qui s'est passé et jure de se venger. Il dit à la dame de la maison que ce qui lui est arrivé ne la regarde pas. Au lieu de le trouver impoli, la dame s'excuse de lui avoir posé la question. Le soi-disant héros jette un coup d'œil à la dame et se rend compte qu'elle est en fait très belle. Elle lui dit qu'elle va se reposer maintenant et lui permet de se détendre pendant qu'il est dans sa maison. Harry sourit d'un air espiègle, comme s'il préparait quelque chose. La femme demande également à son vieux majordome de s'occuper du héros pendant qu'elle se repose. Au moment où la femme s'en va, Ar ordonne au majordome de lui apporter tout l'argent du manoir. Le majordome se dresse et demande ce qu'il veut dire. Ar lui rappelle simplement que quiconque ne coopère pas avec le héros sera exécuté. Le majordome se plaint que ce qu'il fait est du vol. Ar vérifie sa main et est rassuré de voir qu'il s'agit toujours du blason du héros. Il sourit à l'idée de pouvoir faire ce qu'il veut à partir de maintenant. Il ordonne ensuite de lui amener la plus jolie femme qu'il puisse trouver. Le majordome l'accuse de ne pas être vraiment le héros et ordonne au garde de l'expulser. Un garde répond qu'il le fera fièrement. Il se retrouve face à face avec Ar qui ne veut pas bouger. Le jeune homme ignoble rappelle au garde que défier le héros est un crime qui conduira toute sa famille à être exécutée. Le garde a tellement peur qu'il ne dit et ne lui fait rien. Ar rit en ordonnant à tout le monde d'apporter l'argent et d'aligner les femmes. Après un certain temps, 3 sacs d'argent lourds lui sont présentés. La dame de la maison apparaît et demande ce qui se passe.
Elle est choquée de voir que son majordome, ses servantes et son garde ont donné l'argent au héros. Le majordome honteux supplie sa maîtresse de retourner dans sa chambre. Har le pousse et exige que la dame l'accompagne dans la chambre. La dame proteste, mais Har lui montre à nouveau la marque du héros pour lui rappeler les conséquences si elle le défie. Elle est choquée de voir que son emblème est plutôt la marque du mage noir. Har est confus en regardant à nouveau le blason sur sa main. Les gens le regardent avec une colère rancunière. Les gardes le poursuivent pendant qu'il s'enfuit. Pendant qu'il court, Har crie qu'il est le héros. Il se retrouve dehors la nuit, à nouveau couvert de blessures. Il n'y a pas de culpabilité, seulement de la colère que son blason continue de changer. Le plan auquel il peut penser en ce moment est de voyager dans des endroits où les gens ne connaissent pas sa situation. Ailleurs, une foule regarde un avis de recherche sur un mur. Ils reconnaissent l'image comme étant Har et le connaissent comme le deuxième fils de la famille Austin. En regardant de près, l'affiche indique qu'il y a une prime pour sa capture, mort ou vif. De retour à Kai et aux filles, la silhouette encapuchonnée continue de les espionner tout en se cachant dans les buissons près d'eux. Il est révélé que c'est la fille encapuchonnée avec les lunettes à la taverne, et elle est stupéfaite de voir comment Kai et les filles peuvent battre une armée de chevaliers sacrés comme s'il n'était rien. Gris se faufile alors derrière la fille et lui demande pourquoi elle les suit. La princesse démon demande si elle est membre de l'église sacrée, puis menace de la blesser en fonction de sa réponse. Kai lui ordonne d'arrêter car il ne sent aucune malice de leur harceleur après l'avoir surveillé pendant un certain temps. La fille est surprise qu'il l'ait remarqué. Kai dit qu'il l'a vue depuis la taverne et qu'il sait qu'elle est un démon. La fille enlève sa capuche pour révéler qu'elle a des oreilles de chat sur la tête. Gris s'excuse de lui avoir fait peur et lui demande à nouveau pourquoi elle les a suivis. Elle se présente comme Merle de la tribu des chats et demande au trio s'ils poursuivent Elsa. Une fois qu'ils disent que oui, elle leur dit qu'Elsa a capturé sa sœur, et elle veut qu'ils la sauvent. Gris est tout oui, et elle a demandé à leur en dire plus à ce sujet. Ailleurs, il y a une mine souterraine connue sous le nom de mine de Mithril dans l'ancien territoire du royaume des démons. De nombreux démons d'apparence différente sont forcés de miner du Mithril tout en étant fouettés par des gardes de nuit sacrés. La bande se faufile dans la mine pour voir à quel point les conditions des démons sont tortueuses. Merle leur dit que de nombreux démons ont été enterrés vivants le jour où la mine s'est effondrée, mais que cela lui a donné l'opportunité de pouvoir s'échapper sans que personne ne le sache. Elle leur dit que le superviseur des mines est Aegar. Kai se rend compte qu'en tant que superviseur, Iger doit être un subordonné de haut rang d'Elsa, alors il demande si Merle peut leur dire quelque chose à son sujet. Elle rapporte que l'homme a un verre de grand mage. Ils craignent que cela ne pose problème car grand mage est considéré comme l'une des classes les plus fortes basées sur la magie. Sacha revient de sa patrouille et a l'air épuisée. Elle a dit qu'elle avait été repérée par l'ennemi et qu'elle avait donc besoin d'utiliser son énergie magique. Kai est heureux qu'elle soit en sécurité, mais il s'inquiète qu'elle ait dépensé trop d'énergie magique de toutes les batailles. Il examine sa fenêtre d'état pour rechercher une compétence appropriée qui puisse la guérir. Il trouve la compétence conçue pour voler de l'énergie magique aux autres et pense que c'est le mieux qu'il puisse faire. Il met sa main près du visage de Sacha pour lui donner la compétence appelée Drain de PM. Il lui explique qu'elle lui a donné une compétence qui transférera son énergie magique vers elle. Elle proteste contre l'idée de lui prendre de la magie, mais il explique que bien que Drain de PM puisse prendre de l'énergie magique, le lanceur peut également obtenir de la magie de ses alliés sans rien leur prendre. Il précise en outre qu'il lui a donné la capacité de récupération et de stratégie. Bien que secrètement, il l'est également donné pour une troisième raison. Sacha dit qu'elle comprend, puis utilise la nouvelle capacité sur son maître. La fille sent son énergie se restaurer. Kai est heureux de la revoir en bonne santé. Il demande comment s'est passée sa patrouille. Elle répond qu'elle a aperçu une caravane sur la route près de la mine et qu'elle était pleine de démons en cage. Elle avait l'impression qu'ils étaient transportés comme esclaves. La souffrance de son peuple touche Grise, mais Merle demande qu'ils attendent. Elle les avertit que la caravane pourrait être celle d'Edgar, ils ne peuvent donc pas attaquer sans réfléchir. Grise la tient par les épaules pour la calmer et l'assure que son seigneur Kai est quelqu'un sur qui elle peut compter. Il lui dit ensuite qu'elle jure de sauver sa sœur au nom de son ancien titre d'héritière du roi démon. Merle se sent rassurée par elle, puis s'arrête sous le choc qu'elle vienne d'insinuer qu'elle est la princesse Grise. Kai annonce que leur nouvelle mission est de sauver les prisonniers. L'homme tient ensuite l'épaule de Grise et lui donne également la compétence Drain de PM. Maintenant, il a l'impression qu'ils sont prêts à affronter le grand mage. Il croit que c'est l'opportunité de gagner des alliés pour sauver Colette. Pendant ce temps, une caravane voyage sur la route à flanc de montagne. Au lieu d'un cheval, ce qui tire le véhicule est une adolescente avec les mêmes oreilles de chat que Merle. Malgré ses difficultés, le conducteur lui crie dessus parce qu'elle est si lente. La chatte continue de tirer la voiture jusqu'à ce qu'elle tombe. Le conducteur se révèle être Edgar, et il menace de frapper la fille avec sa magie si elle ne continue pas à tirer. La fille n'écoute pas et essaie plutôt de reprendre son souffle. La brute la frappe avec de la magie électrique, plongeant la jeune fille dans l'agonie. Elle retombe alors que son corps produit de la fumée. Edgar menace de vendre sa sœur. Il n'arrive pas à destination avant la tombée de la nuit. La jeune fille dit qu'elle continuera, mais supplie de ne pas vendre sa sœur. Elle déplace à nouveau le chariot avec toute la force qui lui reste. Edgar sourit car elle ne sait pas que sa sœur est probablement morte et que la mine s'est effondrée. Un homme à l'intérieur du chariot dit à Edgar d'être prudent.
L'homme à l'intérieur, nommé Walter, dit qu'ils doivent se méfier du roi démon car lui et ses compagnons attaquent. Edgar pense que ses préoccupations sont inutiles car personne n'est assez stupide pour attaquer des gens comme eux dans la faction d'Elsa. En plus de cela, il a confiance en la barrière imbattable qu'il a placée autour de leur véhicule. Walter voit qu'il n'écoutera pas et grogne de frustration. Après un certain temps, la fiche a ralenti à nouveau, alors Edgar menace de la frapper à nouveau. Il est alors surpris de voir que l'énergie magique qu'il a collectée sur son doigt a disparu. Il essaie de la faire réapparaître, mais trouve toutes ses tentatives inutiles. Un des hommes à l'intérieur du chariot demande à Edgar ce qui est arrivé à la barrière qu'il avait érigée. Cela panique Edgar et le rend attentif à son environnement. Walter sort car il sent quelque chose de fort arriver. Soudain, le chariot tremble. Le chariot s'arrête brusquement, faisant percuter Edgar contre un arbre voisin. Il regarde et voit que Sacha est à l'arrière de la caravane et a arrêté le chariot en le tenant simplement d'une seule main. Edgar craint à quel point elle semble puissante et maudit le moment où ils ne peuvent pas utiliser la magie. Ces hommes lui rapportent également que toute leur magie a été drainée aussi. Soudain, Grise libère la fille chat de ses liens. La princesse démon est soulagée de voir que leur plan se déroule bien. Au moment où Edgar s'inquiète qu'il y ait plus d'attaquants, Kai apparaît. Edgar exige que ces hommes les arrêtent, mais tous disent qu'ils ne peuvent rien faire sans magie. Cela fait réaliser à Edgar que Walter est le seul qui peut les protéger. Walter s'approche de Sacha avec son épée gigantesque et s'excuse pour ce qu'il est sur le point de faire. Il est si rapide que Sacha a à peine esquivé sa première frappe. Elle est déséquilibrée à cause de son esquive, alors Walter trouve l'ouverture pour la frapper. Sa lame arrive à quelques centimètres d'elle, seulement pour que Kai bloque l'épée avec son épée démoniaque. Walter est impressionné qu'il soit assez fort pour arrêter sa frappe, puis est surpris de réaliser qu'il tient l'épée démoniaque. Edgar est frustré et ordonne à Walter de tuer Kai rapidement. Avant qu'il ne puisse en dire plus, le fouet de Grise étrangle son cou. La princesse démon ordonne à Edgar de se retirer. Walter laisse tomber son épée et lève les mains en signe de reddition. Kai s'approche alors d'Edgar, laissant le méchant supplier pour sa vie. Kai lui dit qu'il ne sera pas son juge, mais qu'il laissera les démons qu'il a capturés décider de son sort. Les démons en cage regardent Edgar, alors le méchant effrayé demande qu'il lui montre de la pitié car il leur a montré de la gentillesse. Plus il parle de la façon dont il a pris soin de chaque nuit, plus les femmes asservies se mettent en colère. Elles répondent à qu'elles veulent que leur ravisseur meure, ce qui fait pâlir Edgar. Kai dit que cela a été décidé, ce qui fait regretter à Edgar qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps. Une créature squelettique brûlant de magie noire apparaît derrière le pâle Edgar pour le prendre. L'Edgar sans vie tombe au sol, puis la créature squelettique disparaît. Grise est excitée de voir à quel point le plan de son maître a si bien fonctionné, mais Kai lui dit que c'est grâce à elle et à Sacha. On revient au moment où Kai vient de donner à Grise sa capacité à drainer l'énergie magique. Kai dit à tout le monde qu'ils ne peuvent pas combattre un grand mage de front, ils doivent donc utiliser leurs compétences de drainage de magie à la place. Alors que Grise est immédiatement séduite par le plan, Sacha craint qu'il ne leur faille trop de temps pour drainer la puissance d'un grand mage. Kai n'est pas inquiet et leur explique le reste du plan. Lorsque la caravane d'Edgar arrive à leur rencontre, les trois absorbent son énergie tous en même temps à distance. C'est alors qu'Edgar remarque qu'il ne peut plus utiliser la magie. Grise rit en se souvenant du visage confus d'Edgar. Kai dit à ses filles qu'elles ne peuvent pas perdre tant qu'il les a à ses côtés. Au fond de lui, Kai n'est pas encore convaincu qu'ils peuvent battre Johan avec leur puissance actuelle et espère gagner plus de force. Il ordonne aux autres de libérer les démons de leur cage. Finalement, il les libère tous. Il voit, cependant, qu'ils ont tous l'air épuisés. Pendant ce temps, les hommes ligotés parlent secrètement de s'échapper. Ils perdent espoir, sachant que même s'ils peuvent se libérer de leurs cordes, ils savent qu'ils seront de nouveau capturés. Merle apparaît soudainement derrière le rocher juste à côté des hommes ligotés. Un des hommes sourit alors qu'il a une idée. Pendant ce temps, Kai guérit tous les démons qu'il sauve avec sa magie. Il regarde parmi eux pour voir lesquels sont assez forts pour être des alliés pour secourir Colette. Merle apparaît au groupe, heureuse de voir que Kai et les autres sont en sécurité. Sa sœur la voit et est heureuse de la voir. Soudain, les hommes s'échappent de leur corde et attrapent Meryl par derrière. Les hommes malfaisants sourient car ils ont maintenant l'avantage. Au moment où un des hommes exige d'être lâché, la sœur de Meryl, Melty, le frappe avec ses griffes avant qu'il ne puisse réagir. L'autre homme échappé utilise alors sa magie pour tirer sur la fille chat avec des roches projectiles. Elle les esquive tous sans effort. Elle se précipite alors sur lui à la vitesse d'une balle et l'élimine également. Kai réalise qu'il a trouvé un démon fort. Alors que Melty reprend son souffle, sa sœur la serre dans ses bras. Elle pleure et sourit alors qu'elle continue leur étreinte. Elle remercie toutes les deux Kai pour tout ce qu'il a fait pour elle. Il demande qu'elle remercie Griès à la place. Griès s'oppose car elle lui rappelle que c'est son opportunité de leur montrer qu'il est leur nouveau roi démon. Kai prend en compte ces mots et réalise qu'elle a raison. Il s'adresse à tout le monde et leur parle de la façon dont l'Église sainte considère la tribu des ténèbres et les démons comme mauvais. Il leur parle de leurs mensonges sur les démons étant des monstres insensibles incapables de mensonges. Cependant, il dit qu'il n'est pas d'accord et que ce sont eux qui sont plus capables d'amour que les humains ne pourraient jamais l'être.
Kai continue de leur parler de ses plans de créer une nation idéale dans le royaume des démons où les êtres d'attributs des ténèbres et les démons peuvent vivre sans discrimination sous sa domination en tant que roi démon. Même le Walter ligoté est intrigué par son plan. Kai continue que sa première étape est de récupérer la mine de Mithril. Tous ceux qui écoutent sont tous oui à ce qu'il dit. L'homme invite tout le monde à prendre les armes et à récupérer leur royaume démoniaque. Le démon rugit avec une acclamation remplie d'adrénaline. Pendant ce temps, Walter est tout aussi stupéfait, sinon plus que les autres. D'autre part, Grise ne peut s'empêcher de pleurer à sa vision. Elle dit à Sacha de ne pas faire attention à elle car elle est juste heureuse. Kai concentre alors son attention sur Walter. L'homme ligoté lui dit qu'il acceptera n'importe quelle punition et que tout ce qu'il demande, c'est qu'il soit rapide à ce sujet. Avant que Kai ne lui dise ce qu'il a décidé, Melty vient devant Walter et demande à Kai de l'écouter d'abord. Elle demande à son nouveau seigneur d'épargner la vie de l'homme. Kai demande à Melty pourquoi elle défend Walter alors qu'il était un de ses esclavagistes. Elle révèle qu'il les a secrètement aidés en leur donnant de la nourriture quand elles mouraient de faim et en soignant leurs blessures. Elle continue en disant qu'il les a protégés de la cruauté d'Edgar de temps en temps. Kai demande à Walter pourquoi un humain comme lui a protégé les démons. Il répond qu'il a eu pitié d'eux parce qu'ils sont opprimés simplement parce qu'ils sont nés. Il trouve ça dégoûtant que personne ne choisisse comment il naît. Kai demande si sa classe est un chevalier noir. L'homme le confirme en disant qu'il méprise son propre attribut parce que cela rend difficile son ascension au sein des saints chevaliers. Cela lui a donné l'impression qu'il aurait pu faire plus pour sauver quelqu'un qui lui était cher s'il avait gravi les échelons rapidement. Il se souvient d'un officier supérieur lui disant qu'il ne pourrait jamais être un saint chevalier malgré sa force à cause de son attribut des ténèbres. L'officier s'est moqué de Walter parce qu'il était incapable de sauver la femme qu'il aimait de la mort parce qu'il était trop détesté pour pouvoir faire quoi que ce soit à ce sujet. Dans sa colère, Walter l'a maudit. Kai demande qui est cette personne précieuse dont il parle. Il répond qu'il parle de sa fiancée, rappelant Colette à Kai. Il réalise que l'homme est dans la même situation que lui. Il demande à Walter s'il veut servir sous ses ordres. Walter demande s'il veut qu'il trahisse Elsa, mais Kai le corrige et dit qu'il veut qu'il trahisse tout le Saint Royaume. Walter se souvient du discours de Kai, et il aspire à son rêve d'une nation sans discrimination pour les attributs sombres et les démons. Il accepte, alors Kai le libère de ses cordes. Le chevalier noir s'agenouille et promet sa loyauté au roi démon. Melty est contente et s'attend à ce que Walter soit un atout important pour Kai. Elle est surprise lorsque Kai révèle qu'il veut qu'elle soit l'un de ses subordonnés. Il demande son aide pour récupérer la mine de Mithril. Il annonce qu'il utilisera le contrat de démons subordonnés pour améliorer leur force. Melty accepte volontiers l'offre. En utilisant le sort du contrat, il se prépare à faire de Melty un capitaine démon et de Walter un général démon. Kai demande si ses nouveaux alliés sont prêts. Melty et Walter répondent qu'ils sont prêts à tout tant que c'est pour sauver des vies et pour le roi démon. Avec leur engagement, Kai finalise le contrat. Ailleurs, la forteresse de la mine de Mithril est une forteresse remplie de nombreux chevaliers en garde. Walter arrive pour demander aux chevaliers d'ouvrir leurs portes, tandis que Melty joue le rôle de l'esclave tirant votre charrette. Il demande à Walter ce qui ne va pas, mais il ne répond pas et ne montre de l'urgence qu'en disant qu'ils doivent se dépêcher d'ouvrir la porte. Le commandant y réfléchit un instant, puis ordonne à ses hommes d'ouvrir la porte. Walter et Melty ont l'air sérieux alors que la porte géante s'ouvre lentement. Après leur entrée, le commandant ordonne à Walter de s'arrêter. À l'intérieur de la voiture, Kai et les autres se raidissent. Le commandant demande où est Edgar, mais Walter reste silencieux. Le commandant le trouve suspect, alors il ordonne à ses hommes de fouiller à l'intérieur de la voiture. Un chevalier ouvre la porte, seulement pour être surpris que Kai, Grise et Sacha soient à l'intérieur. Kai leur ordonne de commencer leur opération. L'homme qui a ouvert la porte est soudainement envoyé voler. Le commandant réalise la trahison de Walter et ordonne à ses hommes de se mettre en position de combat. Les chevaliers arrivent en marchant avec des armes. Le commandant ordonne à ses hommes de tous les tuer, mais Walter le tue avec son épée d'un seul coup. Les hommes sont choqués de voir leur commandant être éliminé si facilement. Walter dit à son roi démon que lui et Sacha s'occuperont des chevaliers pendant que lui et les autres iront libérer les prisonniers. Kai dit qu'il s'en remet à lui, puis court vers la prison avec Melty et Grise tandis que certains des chevaliers les poursuivent. Pendant ce temps, Walter et Sacha se tiennent près l'un de l'autre et se surveillent mutuellement pendant que les chevaliers les encerclent. Walter déclare qu'ils ne laisseront aucun ennemi en vie. Pendant ce temps, Kai et le reste arrivent à la prison, mais l'endroit est protégé par une barrière de lumière dorée. Kai la tranche avec son épée démoniaque, la faisant disparaître. Il ordonne à Grise d'avancer à l'intérieur pendant que lui et Melty s'occupent des chevaliers à leur suite. Grise hoche la tête et entre. Les chevaliers les ont rejoints et les ont avertis que même s'ils parviennent à libérer les esclaves à l'intérieur, leurs forces principales reviendront bientôt à la forteresse. Pendant ce temps, une grande armée de chevaliers revient en marchant vers la forteresse. L'un d'eux monte un dragon pendant qu'il vole dans le ciel. Son insigne de main montre qu'il est de la classe rare de cavalier dragon. L'un des chevaliers se moque de Kai, pensant que ce ne serait qu'une question de temps avant qu'ils ne finissent une fois que leurs 1000 troupes et cavaliers dragons arriveront. Kai reste calme sans se soucier et attend simplement qu'ils viennent. Pendant ce temps, l'armée de chevaliers est sur le point d'arriver à la forteresse.
Ces hommes ne réalisent pas qu'ils sont surveillés par de nombreuses personnes dans l'ombre ou dans les buissons. Ces traqueurs sont les Templiers d'élite morts-vivants du roi démon. Ils sortent des buissons et leur tendent une embuscade, tout en racontant à quel point ils sont puissants. Les chevaliers vivants s'accrochent à peine à leur vie alors que les morts-vivants les éliminent lentement un par un. L'une des armées vivantes suggère qu'ils utilisent leur nombre contre les 300 morts-vivants, mais il est coupé à la joue au milieu de la phrase. Avec juste une blessure superficielle, ce chevalier meurt. Les autres ne comprennent pas comment il est mort d'une simple égratignure. Révèle qu'il a imprégné les morts-vivants de la capacité de mort instantanée dans chacun de leurs coups. Ils sont si difficiles que ceux qui restent en vie se retirent. À l'intérieur des murs de la forteresse, Kai prédit que l'armée de la force principale doit s'être effondrée maintenant et qu'il ne reste plus qu'à s'inquiéter du cavalier dragon. Alors qu'il pense cela, l'ombre d'un dragon géant se projette sur le sol de la forteresse. Walter craint que le dragon ne se dirige vers la prison. Pendant ce temps, Melty continue d'éliminer les hommes près de la prison. Elle peut sentir la puissance qu'elle a acquise après avoir conclu le contrat. Son moment est interrompu lorsqu'un cavalier et son dragon géant atterrissent sur le toit de la maison près de laquelle se trouve Nelty. Le dragon crache du feu pour tuer Nelty, mais elle parvient à esquiver ses flammes. Elle regarde à quel point le cratère laissé par son attaque est énorme et a peur de sa puissance. Le cavalier rit alors que son dragon continue de cracher du feu pour tenter de frapper la fiche à qui court. Melty ne peut rien faire d'autre que courir aussi vite qu'elle le peut pour s'en éloigner. Soudain, de nombreux trous noirs s'ouvrent sur le chemin des projectiles de feu du dragon. Melty regarde autour d'elle et voit que les trous noirs ont aspiré toutes les flammes. Le cavalier est confus seulement pour voir que Kai est au sol avec sa main tendue. Lui et son dragon chargent vers Kai en jurant qu'il le tuera. Melty s'inquiète pour Kai et demande qu'il se retire. Le roi démon rejette la notion et lui rappelle qu'ils sont venus pour libérer tout le monde. Pendant ce temps, le dragon continue d'être rapide alors qu'il charge vers le bas. Il ouvre grand la bouche pour se préparer à une morsure. Pendant ce temps, Gris libère des démons à l'intérieur de la prison en brisant leurs chaînes. Une fois que tout le monde est libéré de ses chaînes, elle les encourage tous à courir. Les prisonniers ont peur en voyant le dragon voler par la fenêtre. Ils commencent à se plaindre de la façon dont ils ne pourront jamais s'échapper. Gris les fait taire en criant et en leur disant qu'ils sont venus pour récupérer leur terre. Elle annonce qu'il est maintenant temps de récupérer leur liberté. Pendant ce temps, la plongée du cavalier dragon continue. Pendant qu'il le fait, il esquive une boule de feu qui atteint son visage. Il regarde à nouveau et voit que plusieurs boules de feu arrivent vers lui. Ces boules de feu frappent le dragon directement au visage, le faisant tomber. Alors que le cavalier tombe avec lui, Melty saute et le griffe jusqu'à l'incapacité. Le dragon tombe juste près de Kai, tandis que Mélie atterrit aussi. Elle regarde les griffes qu'elle a utilisées contre le cavalier et ne peut pas croire qu'elles sont victorieuses. Pendant ce temps, Grise et les prisonniers sont arrivés à l'extérieur. La princesse démon arrive juste à temps pour voir comment Melty a vaincu le cavalier. Kai s'approche de la fille chat et lui rappelle que tout le monde est libre maintenant. Elle le regarde en silence, absorbant encore tout. Elle voit Grise, et ils se saluent autour d'une mâchoire bien faite. Alors que les prisonniers sourient et s'embrassent en profitant de leur liberté retrouvée, une voix dit à Kai qu'il a gagné 2000 points maléfiques. Melty partage une étreinte avec l'un des démons libérés et remercie leur bénédiction qu'ils soient en vie. Pendant ce temps, Walter observe la grenouille depuis un coin avec un sourire. Il se demande ce que fera Elsa une fois qu'elle aura découvert la situation. Kai y réfléchit et a soudain une révélation. Il dit à Walter qu'il vient de lui donner une excellente idée et qu'ils doivent provoquer Elsa. Walter est confus par ce dont il parle. Elsa est à l'ancien château du roi démon, prenant un bain dans une baignoire, tandis qu'un chevalier lui rapporte qu'elle vient d'être recommandée au groupe du héros pour vaincre le roi démon. La femme se vante de la façon dont tout se déroule selon ses plans. Elle célèbre en jetant toutes les pièces d'or dont elle s'entoure pour qu'il pleuve. Elle s'exclame également à quel point le grand château du roi démon correspond à son style. Elle demande à son esclave, une fille lapin démon, si elle a raison. La femme saisit ensuite la fille lapin par les oreilles et la force à lui dire à quel point le château est digne d'elle. Le lapin n'a d'autre choix que de dire à la brute que le château lui convient parfaitement. Elsa dit qu'elle a donné la bonne réponse, puis la brûle avec sa poigne magique. La fille crie et Elsa rit. Elle regarde le visage agonisant du lapin et pense à quel point il est amusant de tourmenter les jolies filles comme elle. Elle lâche prise, seulement pour se vanter de la facilité avec laquelle tout lui vient grâce à sa rare classe d'escrimeuse magique. Elle s'habille et va voir ses hommes pour leur déclarer qu'elle a obtenu le statut de noble et l'adhésion au groupe du héros. Elle se vante auprès d'eux de tout l'argent qu'elle gagnera après avoir vaincu le roi démon. Les hommes applaudissent leur chef. Elsa sort un vin de la collection et dit à ses hommes qu'il est si cher qu'il devrait être béni juste en le regardant. Ils entendent soudain un bruit venant d'en haut qui fait tomber de la poussière du plafond. Puis un messager entre soudainement pour dire en urgence à sa maîtresse qu'il y a une urgence. Alors qu'il leur dit que des monstres arrivent, les murs de la pièce explosent soudainement. Elsa et ce qui reste de ses hommes dans la pièce voient qu'à l'extérieur se trouve un dragon qui leur fait face. La femme reconnaît que le dragon est un zombie et se demande comment un tel monstre est arrivé dans cette région. Mystérieusement, la voix de Kay sort de la bouche du dragon pour dire à Elsa qu'il est le roi Dion et qu'il a déjà récupéré la mine de Mithril. Elsa est stupéfaite de l'entendre. Il continue de dire que le dragon devant lui sert maintenant le roi démon.
Les chevaliers ont réalisé que le dragon venait de leur cavalier. Kai dit ensuite à Elsa qu'il va tout lui prendre en guise de vengeance pour lui avoir enlevé sa vie et collet. Elsa dit qu'elle n'a aucune idée de ce dont il parle et jure qu'elle le tuera pour avoir essayé de lui voler. Kai répond qu'il a hâte de voir ce qu'elle va faire, puis laisse son dragon cracher du feu noir sur Elsa. La femme se rend compte que le feu est maudit et qu'elle ne doit pas le laisser la toucher. Elle saisit l'un de ses chevaliers et l'utilise comme bouclier humain contre la flamme. Elsa court ensuite sur le côté du dragon et invoque le feu avec son épée pour contrer. Elle regarde le dragon se couvrir de flammes. Elle est tellement en colère qu'elle jure de tuer le roi démon sans attendre la formation du groupe du héros. L'homme qu'elle a utilisé comme bouclier se plaint de ce qu'elle vient de lui faire. La seule réponse d'Elsa est qu'il se taise et arrête de se plaindre. Il ordonne à ses hommes de rassembler les troupes. Les hommes saisissent leurs armes pour se préparer à la bataille dans la mine de Mithril. L'homme maudit est laissé pour compte, tremblant de peur. Les hommes informent ensuite Elsa que tout le vin rare a été détruit lors de l'attaque du dragon. Plus elle reçoit de nouvelles, plus elle pense à sa colère. Elle jure qu'elle ne pardonnera jamais au roi démon. Elsa et ses hommes sont à cheval alors qu'ils se dirigent vers la forteresse de la mine de Mithril. En chemin, ils voient la destruction de leurs forces déchues dans la forteresse. Elsa arrive à l'extérieur de la forteresse, maudissant toujours le roi démon. Ils entendent des instruments de musique jouer derrière le mur de la forteresse, ce qui leur fait penser que les ennemis organisent un festin. La pensée de cela fait grincer les dents d'Elsa. Elle met magiquement du feu sur son épée et ordonne à ses hommes de tuer tout le monde. D'un coup, elle détruit la porte d'entrée. Alors qu'Elsa s'emballe pour la bataille, elle et ses hommes voient que seuls 2 démons avec des instruments de musique sont devant eux. Au moment où les démons les voient, ils s'enfuient. Alors qu'Elsa réagit avec confusion, Walter lui tend une embuscade depuis les airs. Son épée se dirige vers la tête d'Elsa, mais la femme la bloque avec sa propre lame sans même lever les yeux. Sans effort, elle repousse Walter qui s'envole. Elle améliore ses capacités à mesure que sa colère monte également. Elle a l'air si intimidante pour Walter qu'elle lui demande combien les démons le paient pour la trahir. En un instant, elle se retrouve derrière son ennemi. Elle se prépare à le trancher avec son épée flamboyante. Avant qu'elle ne puisse le faire, l'armée des morts-vivants arrive en chargeant sur elle. La confuse Elsa est stupéfaite de voir que même les gardes de la forteresse l'ont trahi. En regardant attentivement, elle réalise qu'ils sont des morts-vivants. Elle et ses hommes bloquent leur attaque. Ils voient ensuite que d'autres morts-vivants arrivent de l'entrée. Cela les met mal à l'aise qu'ils les connaissaient de leur vivant. Elsa fait à nouveau face à Walter et lui dit que les morts-vivants ne suffiront pas à l'arrêter. Le sol sous Elsa et ses hommes se transforme soudainement en un violet brillant qui les aspire. Pendant ce temps, les morts-vivants continuent leur charge sur eux. Après une seconde, les hommes réalisent qu'ils ne peuvent pas bouger. Elsa en déduit que le marais est du poison. Kai apparaît du haut des murs et félicite Elsa d'avoir découvert qu'elle est sous son sort de paralysie empoisonnée. La confuse Elsa a demandé comment il pouvait être le roi démon s'il était humain. Elle est impressionnée que son marais empoisonné soit un sort équivalent à un grand mage. Pendant ce temps, ses hommes diminuent en nombre grâce aux morts vivants. Elsa pense que si rien ne va dans son sens, alors elle brûlera ses hommes pour se dégager du poison. Elle se prépare à augmenter la flamme sur son épée seulement pour se rendre compte qu'elle ne peut plus utiliser la magie. Elle pense que c'est peut-être le poison, mais réalise que c'est autre chose. Ailleurs, Sacha utilise le drain de PM continu pour voler la magie de l'ennemi. Elsa devient frustrée au point de désespoir. Ses soldats sont maintenant si peu nombreux que les morts-vivants ont un chemin clair pour l'encercler. Elsa pense à utiliser son atout secret. Kai s'en nourrit en lui disant qu'il sait qu'elle utilise toujours une compétence appelée libération de limite chaque fois qu'elle est acculée. La femme est stupéfaite qu'il le sache. Kai ose à l'utiliser. Elsa répond qu'elle le fera. Ses hommes la supplient de ne pas l'utiliser pendant qu'ils sont à proximité, mais la femme leur dit de se taire. Elle commence le processus d'activation de sa libération de limite. Ses hommes continuent de la convaincre de ne pas le faire. La femme brille d'une lumière violette brillante alors qu'elle déclare son sort. Elsa libère son atout de libération de limite, remplissant le champ de bataille de son énergie magique écrasante qui envoie ses hommes voler comme si elle était une explosion. La femme regarde Kai, mais l'homme reste calme. Avec ses statistiques toutes triplées pendant des minutes, elle réussit à sauter du marais empoisonné et sur une planche juste au-dessus. Elle jure de faire savoir à Kai la différence de leur niveau. Ses hommes la supplient de ne pas le faire car ils seront pris dans son chemin de destruction. Malgré leurs supplications, la femme détruit les morts vivants sur son passage avec de puissantes flammes sans se soucier si ses hommes sont sur le chemin. Comme il l'avait prédit, beaucoup d'entre eux sont également tranchés par la flamme. Juste au moment où Kai réagit à la puissance de son attaque, elle l'atteint depuis sa position élevée et son emplacement explose. Walter et Sacha s'inquiètent pour leur seigneur en voyant disparaître une partie du mur de la forteresse. Alors que la fumée se dissipe, Kai est révélé comme étant toujours debout sur la plateforme où il se trouvait. Elsa est choquée de voir cela. Même Walter et Sacha n'arrivent pas à y croire. Kai dit à son ennemi qu'elle est toujours en pleine croissance à ses yeux. Il se souvient de la puissance que la femme aura, et même lui n'est pas convaincu qu'il pourra l'arrêter d'ici là. Il se concentre sur le jour dans le futur où il a vu à quel point elle était épuisée après avoir utilisé sa libération de limite. Kai lui dit de se dépêcher avant qu'elle ne s'affaiblisse. Cela met Elsa mal à l'aise qu'il en sache autant. Pendant ce temps,
Les hommes d'Elsa se rendent tous au roi démon et demandent s'ils peuvent changer de camp avec lui. Elsa le regarde avec dédain. Kai accepte, mais veut qu'il prouve de quel côté ils sont vraiment. Ils passent tous à une position d'épée et attaquent leur ancien patron tous en même temps. Elle lève son épée vers eux, mais son corps devient soudainement paralysé. Kai lui rappelle combien de temps elle a passé dans le marais empoisonné. Il dit aux anciens hommes d'Elsa de reculer, alors il laisse la femme se noyer dans le marais empoisonné. Il se souvient de la façon dont elle l'a maltraité et rabaissé dans le passé, et de la façon dont elle a l'air si pathétique devant lui en ce moment. Elsa se débat et se renforce avec ce qui reste de sa magie. La voir toujours déterminée à se battre oblige Kai à admettre qu'elle est vraiment coriace, elle l'attaque avec son épée flamboyante signature. Alors qu'elle essaie de l'attaquer encore et encore, elle crie qu'elle est la plus forte choisie pour être l'épéiste magique rare. Malgré toutes ces affirmations selon lesquelles elle est la plus forte, Kai reste indemne de toutes ces attaques. Il lui montre son emblème des ténèbres et active un sort alors qu'il lui dit qu'elle n'est toujours pas de taille pour un mage noir comme lui. Le sort de magie du feu de l'enfer perce son corps de plusieurs directions. Elle est laissée à genoux essayant de reprendre son souffle. Elle lui demande quelle rancune elle a contre elle. Kai répond qu'il a fait une promesse. Elsa n'a aucune idée de ce dont il parle, mais elle se lève et admet qu'elle ne peut pas le vaincre. Kai est confus quant à ce qu'elle mijote. La femme enlève des morceaux de ses vêtements, puis s'offre à lui de manière séduisante. Tout le monde est bouche bée en voyant Elsa séduire Kai. Kai lui-même n'a pas l'air ravi. Elsa justifie qu'elle est forte et belle. À mi-chemin de son argumentaire, Kai lui tire dessus avec de l'énergie magique noire et manque à seulement quelques centimètres de son visage. Elsa est réduite au silence en voyant le rayon exploser derrière elle. Kai lui dit qu'il la tuera la prochaine fois qu'elle essaiera quelque chose comme ça. Grise apparaît pour dire à Elsa que c'est son seigneur Kay qui l'a convaincue de la prendre vivante. Elsa est choquée de revoir Grise et lui demande irrespectueusement si elle est venue pour être vendue comme esclave à nouveau. Elle réalise alors que cela signifie qu'elle est avec le seigneur démon. Grise ne dit rien, mais son silence dit à Elsa qu'elle a raison. L'adrénaline d'Elsa revient, et elle charge sur la princesse démon. Walter et Sacha craignent pour la princesse contrairement à Kai, qui a toute confiance en la force de Grise. Grise retient la méchante avec ses fouets cramoisis, la laissant incapable de bouger. La femme demande à la princesse démon comment elle est devenue si forte. Grise lui dit seulement de jurer sa loyauté à Kai, la méchante s'y oppose. Elle lutte pour se libérer, mais à chaque seconde, sa force de libération de limite s'estompe. Grise resserre ses liens, la mettant dans la douleur. Cela force Elsa à lui dire qu'elle jure sa loyauté à Kai. Kai ordonne à la méchante de lui remettre toute sa richesse. Elsa grince des dents, mais accepte quand même. Plus tard dans la nuit, le groupe de démons est de retour au château et Grise est sur le trône, célébrant son retour avec du vin. Sacha dit aux autres qu'elle a pleine confiance que sa dame Grise servira de mandataire à Kay de manière splendide. Elsa est également dans la salle du trône avec les autres et s'occupe à demander comment elle peut rompre le contrat qu'elle a avec Kai. Nelty lui dit qu'elle ne sait pas, décevant la femme. Kai s'approche d'elle et lui dit qu'il considérera ce qu'elle demande comme une forme de trahison, l'attendant. Elle se rappelle le moment où Kai lui a accordé le contrat pour être l'un de ses 4 démons célestes. Elsa a menacé qu'elle aurait sa tête au moment où elle en aurait la chance. Kai lui fait clairement comprendre que la condition du contrat de servitude est qu'elle mourra si elle le trahit. C'est alors qu'elle a réalisé qu'elle était condamnée. Les sœurs aux oreilles de chat regardent alors qu'elles se morfondent à genoux. Pendant ce temps, Kai se rend sur le balcon pour penser à sa bien-aimée Colette, et à ce qu'elle doit ressentir en ce moment en tant que prisonnière. Il pense à la puissance écrasante d'Elsa, et à quel point il a vraiment besoin d'elle pour la mission de sauvetage. La grande barrière autour de la capitale pèse lourdement sur son esprit, et il doit tout tracer afin de la briser. Grise le voit seul et l'informe qu'un envoyé du groupe de mercenaires appelé Scorpion Rouge est arrivé. Il demande si Grise peut se joindre à lui pour les négociations. La fille dit que cela ne la dérange pas, mais elle est visiblement triste quand elle demande s'il quittera le royaume immédiatement après. Kai répond alors qu'il fixe au loin qu'il le fera. Grise voit à quel point il est sérieux et demande s'il aime vraiment sa fiancée. L'homme la regarde et sourit en disant qu'il l'aime définitivement. La fille détourne le regard de lui alors qu'elle essaie de cacher à quel point elle a l'air triste. Juste au moment où elle s'éloigne, Elsa se précipite sur le balcon pour parler à Kai. À leur insu, un chevalier sacré solitaire se trouve à l'extérieur des murs du château, observant Kai et Elsa pendant qu'ils parlent sur le balcon. Le chevalier n'arrive pas à croire qu'Elsa est en quelque sorte perdue contre le roi démon et parle de la façon dont il doit en informer Jongbien dès que possible. Soudain, il voit l'archidémon juste au-dessus de lui volant dans le ciel. La créature dit au chevalier qu'il sera le prochain informateur de Kai, puis le capture. Ailleurs dans la capitale royale, Johan complimente Colette pour sa beauté. Colette est révélée portant une robe blanche de sainte, mais avec des yeux remplis de tristesse. Un emblème doré d'une croix est marqué sur son cou pour marquer son emprisonnement. Dans la capitale sainte, Colette est habillée par des serviteurs dans une chambre à coucher chic. Il loue sa beauté, mais la tristesse est inscrite sur tout son visage. Elle se souvient quand elle a été capturée par les chevaliers quand elle a exigé d'être libérée et était désespérée de ne pas retourner dans la capitale du roi sacré. Elle a déclaré qu'elle était avec Kai, mais Johan l'a interrompu, disant qu'il est le roi démon et qu'elle ne le reverra plus jamais.
Johan entre dans la pièce avec une expression suffisante et est heureux de voir Colette vêtue de robe blanche. Il dit qu'elle ressemble à une vraie sainte et qu'elle est parfaitement assortie à lui-même. Elle se tourne pour lui poser une question, mais avant qu'elle ne puisse terminer, Angèle fait irruption dans la pièce avec un air plein d'inquiétude et se précipite vers Colette. Angèle dit qu'elle a entendu dire qu'elle avait été enlevée par le roi démon avant de demander si elle avait été blessée de quelque manière que ce soit. Colette bégaye un peu, puis essaie d'expliquer qu'Angèle se trompe, mais elle est une fois de plus interrompue lorsque son père entre dans la pièce. Il demande également si sa fille est indemne tandis que Johan observe tout ce qui se passe. Il s'incline ensuite et salue le marquis et dit que sa fille a subi un lavage de cerveau par le roi démon et a été affligée d'une terrible malédiction. Colette crie pour protester en disant que tout cela est un mensonge. Mais avant qu'elle ne puisse terminer sa déclaration, des chaînes magiques s'enroulent autour de son cou et se resserrent. Johan affiche un sourire satisfait tandis qu'Angèle et Valm regardent avec terreur ce qu'ils croient être la malédiction en action. Colette essaie toujours de parler et a du mal à dire que Kai est un héros qui a sauvé tout le monde avant de tomber à genoux de douleur. Angèle se rapproche pour la réconforter, et Colette essaie alors de dire que Johan est celui qui est derrière la malédiction. Angèle ne saisit pas tout à fait ce qu'elle dit alors qu'elle regarde Colette avec inquiétude. Johan dit que la princesse ne devrait pas écouter puisque c'est l'effet de la malédiction. Colette est remplie de rage alors que Johan dit à Angèle de retourner dans ses quartiers pour le moment. La princesse semble hésitante, mais Johan lui assure qu'il prendra soin de la dame. Il se tourne ensuite vers Vom dont le visage est rempli d'inquiétude et de peur. Colette lève les yeux vers lui avec des yeux suppliants et le supplie de croire que Kai n'est pas un méchant. Johan déclare alors que cela doit être douloureux pour elle d'être trompée et de subir un lavage de cerveau alors que les serviteurs et Valm la regardent avec choc. Elle insiste sur le fait qu'elle n'a pas été trompée, mais il rétorque qu'il est impossible de croire qu'elle est saine d'esprit. Colette continue d'essayer de convaincre son père, mais Valm croit clairement ce que dit Johan. Il dit qu'il aimerait procéder à ce dont ils ont discuté. Johan le remercie tandis que la dame se demande ce qu'il veut dire. Le prêtre maléfique dit qu'il s'agit de leur fiançailles. Colette a l'air horrifié alors qu'il ajoute qu'en tant que saint, il est destiné à être avec la sainte depuis le tout début. Vom ajoute que c'est le meilleur résultat pour quelqu'un qui a été souillé. Les yeux débordant d'appréhension, elle crie qu'elle est avec Kai. Son père lui rétorque que l'homme qu'elle a mentionné est tombé dans les ténèbres, attaquant même son propre père. Khaled est sans voix alors que Johan remercie son père et demande à ce qu'on les laisse seuls. Il explique ensuite qu'il a autorité sur toute l'église et qu'elle devrait bien réfléchir si elle souhaite toujours aider le roi démon. Elle trouve ironique qu'un saint en vienne à proférer des menaces, mais il se justifie en disant que c'est pour le bien de la justice. Il ajoute que grâce à elle, il a pu déployer la grande barrière car la salle de prière ne fonctionne qu'avec un saint et une relique sacrée. Son regard se porte sur elle alors qu'il la remercie et loue sa beauté. Il dit que la vie avec lui ne serait pas si mauvaise, bien qu'il désire tout, y compris son pouvoir en tant que sainte du temps. Il sourit d'un air menaçant et ajoute que même dans le prochain cycle, elle sera toujours à lui. Cette pensée remplit Colette d'appréhension. Elle dit absolument pas, et que son cœur aspire à être avec Kai. Elle lui dit alors carrément qu'elle préférerait mourir. Johan ne peut pas le croire alors qu'elle déclare qu'elle choisira la mort s'il la force à obéir. Cela déclenche la colère du saint maléfique qui lui crie au sujet du roi démon. Elle lui rétorque que son nom est Kai, et qu'il ne perdra jamais contre quelqu'un comme Johan. Le saint est en colère, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit d'autre, Matteo entre dans la pièce. Il murmure qu'il a un rapport urgent. Johan est agacé par le timing et demande de quoi il s'agit. Matteo dit qu'il ne le dira pas dans cette pièce. Johan est clairement agacé, mais se dirige ensuite vers la porte tandis que Matteo remet à Colette un document qu'il dit lui avoir été confié par sa femme de chambre personnelle. Il lui remet le livre, qu'elle regarde avec des yeux solitaires. Matteo suit ensuite Johan et ferme la porte, laissant Colette seule dans la pièce sombre et vide. Elle reste sur le sol et se demande ce qu'elle peut faire. Elle ne sait même pas si Kai est au courant de sa situation. Elle regrette d'avoir baissé sa garde alors qu'elle ouvre le livre et voit qu'il y a un mot à l'intérieur. Elle le soulève et a l'air surprise de ce qui est écrit sur le morceau de papier. Colette se rend compte que le mot vient de Kai. Elle sourit en lisant ces écrits qui disent qu'il sait ce qui lui est arrivé et qu'il rassemble des alliés pour la secourir. La note indique également ses excuses pour l'avoir laissé seule être capturée. Culé pense à lui avec des larmes dans les yeux et murmure qu'elle l'attendra. Pendant ce temps, dans le bureau de Johan réprimande Matteo pour avoir fait irruption si ouvertement dans le château alors qu'il devrait toujours être dans l'ombre en tant que purificateur. Il se rend alors compte que Matteo était sur le point de signaler quelque chose au sujet du roi démon et se calme pour l'écouter. Le saint maléfique lui dit que ce n'est pas grave que Kai se soit échappé d'une manière ou d'une autre parce qu'il sait qu'il doit être un homme puissant s'il est déjà dans sa deuxième vie. Matteo le corrige et lui dit que Kai a anéanti tous les purificateurs sauf lui. Johan ne peut pas croire que des purificateurs seraient vaincus. Il ordonne à Matteo d'augmenter le niveau d'alerte et de réorganiser les purificateurs. Plus tard, Johan se rend dans la salle du trône pour faire son rapport à l'archevêque. L'évêque lui ordonne de rassembler tous les candidats pour le groupe du héros et de les affecter à la protection de la capitale. L'homme sur le trône déclare que le roi démon sera traité par la Sainte Église. Johan s'incline pour montrer sa loyauté. Il sourit en pensant à la façon dont ce sera la fin du roi démon. Ailleurs, au château du roi démon, Matteo est retourné vers Kai.
L'espion rapporte à son seigneur qu'il a remis sa lettre à Colette et que la jeune fille est sous haute sécurité. Kay a l'air calme, mais son poing est complètement serré. Matteo dépose ensuite toutes les informations classifiées qu'il a volées et qui exposent toutes les défenses de la capitale. Kay s'émerveille de ce qu'il a trouvé, mais s'inquiète du dispositif répertorié qui draine l'énergie magique comme le drain de PM. Il voit sur les plans que de nombreux dispositifs sont alignés tout autour de la capitale. L'homme craint que même s'ils peuvent briser la barrière, ils seront toujours forcés de se battre sans leur magie. Kay réfléchit à un moyen de contourner cela, mais ne trouve pas l'idée pour le moment. L'homme sent alors instinctivement qu'il y a un danger qui approche. À l'extérieur du château, la garde du territoire d'Elsa est interrompue lorsqu'elle voit qu'il y a une hache géante à côté d'elle. Une créature géante effrayante se révèle être devant elle et lui demande si elle est Elsa. Le géant appuie sur le sol avec sa hache, ce qui provoque la fissuration de celle-ci et de la tour derrière Elsa. Une seconde plus tard, la tour se divise en deux. Le géant mystérieux lui dit qu'il est venu réclamer le territoire du roi démon. Elsa lui dit que le territoire vient d'être pris. Le géant demande à quel démon, mais Elsa la corrige en disant que c'est en fait un humain qui l'a revendiqué. Cela met le géant en colère qui crie à la femme qu'il va la tuer puis tuer l'humain. Elsa est plus heureuse d'un combat qu'effrayée. Walters, Gris et Sacha sortent pour voir s'il y a une attaque ennemie. Le géant regarde Gris comme s'il la connaissait. Pendant ce temps, Ulsa améliore déjà ses capacités physiques. Elle invoque des flammes et les propulse vers le géant. Le géant contre son coup de flamme avec son propre coup de hache. Les deux combattants se précipitent l'un vers l'autre, ce qui entraîne un bang sonique. Le géant est surpris de voir que Kay s'est en fait interposé entre leurs attaques et a bloqué leurs deux lames avec facilité. L'homme leur dit à tous les deux que leur combat est terminé. Le géant demande comment il a arrêté son attaque. Kay ne répond pas, mais demande plutôt qui il est. Gris appelle le visiteur par son nom, Balrog, et elle a l'air heureuse de le voir. Le géant est également heureux de la voir en vie. Tout le monde autour, y compris Kay, est choqué qu'ils se connaissent. Le géant a l'air si doux en souriant à la présence de Grise. Balrog est heureux de voir que la princesse a grandi. Lui et Grise ont l'air heureux de se revoir. Le grand gars dit qu'il est venu au château au moment où il a entendu qu'il avait été enlevé. L'homme semble familier à K, mais il ne peut pas se souvenir quand il l'a vu auparavant. Cela attire l'attention de Balrog que K tient l'épée du démon. Cela rappelle à Grise qu'elle devrait le présenter à son seigneur. Le géant est intrigué qu'elle vienne de l'appeler son seigneur. Grise se rend compte qu'elle doit expliquer. Il se dirige vers la salle du trône où Balrog s'assoit et regarde autour de lui. Kay se rend compte qu'il est de la race de démons la plus puissante connue sous le nom d'ogre. Walter rapporte à Kay qu'ils ont presque fini de se préparer pour leur opération. Balrog demande ce que Kay prévoit. Gris présente volontiers Balrog à Kay et explique qu'il était l'un des 4 démons célestes lorsque son père était le roi démon. Kay est choqué d'entendre cela. Il se souvient maintenant de lui comme d'un adversaire fort en armure lourde dans le futur. Balrog demande pourquoi les humains et les démons s'entendent bien dans le château, puis demande pourquoi Kay a l'épée du roi démon. Kay répond que c'est parce qu'il est le roi démon. Les yeux de Balrog s'écarquillent. Kay comprend pourquoi quelqu'un comme lui ne comprendrait pas pourquoi un humain prétendrait soudainement être un roi démon. Sacha explique que non seulement Kay s'est battu pour la libération des démons, mais que tous les habitants du château lui ont également juré fidélité. Le géant regarde autour de lui et voit que personne n'a d'objection. La pensée que des démons soient loyaux envers un humain remplit Balrog d'une telle colère qu'il serre un pilier jusqu'à ce que la pression le détruise. Il rappelle à Sacha les dernières paroles du roi démon avant sa mort. L'ogre déclare à tous que Grise est le roi démon légitime. Il poursuit en disant qu'il ne pourra jamais accepter un humain comme roi démon. Grise lui dit qu'elle comprend d'où il vient, mais que Kay possède toutes les qualités et les forces d'un vrai roi démon. L'entendre si loyal envers un humain fait grincer des dents le géant. Kay leur dit qu'ils sont sur le point de lancer une attaque contre la capitale sainte. Il demande donc de décider s'il veut le reconnaître comme le roi démon après cela. Balrog s'oppose au plan car la capitale est presque impénétrable. Kay répond qu'ils attaqueront tous en tant que coalition d'humains et de démons. Balrog juge sa pensée ridicule. Kay en a assez de parler et commence à donner des ordres pour le siège de la capitale juste devant le géant. L'ignoré insulte tellement Balrog qu'il prépare sa hache pour une attaque. Grise se place entre lui et Kay. Elle exige qu'il ne se mette pas en travers du chemin de son seigneur. Balrog exige de savoir pourquoi elle se range du côté d'un humain. Grise le met au défi de demander autour de lui et de voir une seule personne ici qui ne soit pas loyale envers Kay. Balrog observe et voit que tout le monde semble heureux d'être autour de Kay. Balrog ne peut pas l'accepter et s'en va. Il est accueilli par ses alliés ogres. Balrog entend quelque chose bouger dans les buissons et alerte ses hommes qu'ils sont suivis. Derrière les buissons se trouvent des chevaliers sacrés avec des armes. Balrog dit à ses hommes qu'ils sont 10 ennemis au total. Le chevalier sacré se révèle et attaque. Celui qui attaque Balrog essaie de le frapper avec une lance, mais l'ogre esquive sans effort. Balrog saisit sa lance et la brise en deux comme une brindille. Le géant saisit la tête de l'homme et la fait éclater. Cela conduit les autres chevaliers à avoir peur et à s'enfuir. Balrog leur dit qu'il en laissera au moins un en vie. Balrog et son peuple se dirigent vers la base avancée de la tribu des ogres. Un ogre dit à son maître Balrog qu'il a rassemblé toutes les informations qu'il a pu trouver sur Kay. Malgré les attentes du chef de la tribu des ogres, l'enquêteur dit qu'il n'a trouvé aucun mauvais acte sous son nom.
Malgré son rapport, Balrog ne peut s'empêcher de soupçonner que l'humain manigance quelque chose. Il passe aux chevaliers qu'ils ont capturés, qu'ils ont ligotés sur une chaise en bois avec la tête couverte. Balrog retire le couvre-visage et lui demande s'il est prêt à parler. Le chevalier sacré battu prétend que le rôle de Kay est d'attirer les démons dans la capitale et qu'il est en fait le fils du capitaine des chevaliers sacrés. Il crie au Balrog choqué que Kay est l'un des leurs. Le chef des ogres saisit sa tête avec sa main géante et le serre à mort. Se sentant justifié, il ordonne à tout le monde de se rassembler. Pendant ce temps, au château du roi démon, Gris compte toutes leurs forces, y compris les morts vivants, et constate qu'ils atteignent environ 1 millier. Elle craint qu'ils soient complètement surpassés par le nombre et les armes magiques de la capitale sainte. Kay s'approche d'elle et dit qu'il semble juste qu'ils soient surpassés. Alors la fille se demande ce qu'il veut dire. Il lui dit d'arrêter de s'inquiéter car il fait confiance à chaque individu à ses côtés. Il regarde la capitale sainte au loin et disent que ce n'est qu'une question de temps avant qu'il ne sauve Colette. Quelqu'un interrompt leur moment pour informer Kay que le messager de Balrog est arrivé. Kay a un regard qui dit qu'il a un mauvais pressentiment à ce sujet. Il rencontre le messager qui crie que Balrog s'excuse profondément pour son attitude précédente. Le visage du messager ne semble pas sincère, et Kay peut le dire. Le messager continue et demande au roi démon de venir dans leur village de la tribu des ogres. Kay sent quelque chose de louche, alors il lui dit qu'il acceptera simplement le sentiment. Le messager l'avertit qu'il y aura des conséquences s'il refuse une offre de la tribu des ogres. Kay y réfléchit et décide qu'il ne devrait pas s'en faire un ennemi. Il demande à Walter de mener et demande ensuite à Gris et Sacha de l'accompagner dans la tribu des ogres. Tout le monde étant prêt, Kay demande aux messagers de les guider vers leur village. Ils atteignent le village de la tribu des ogres, où tout le monde regarde Kay intensément. Grace commente à quel point tout le monde et tout semble si énorme. Kay ne voit aucune maison autour, alors le guide lui dit que leur tribu n'en a pas besoin car aucun ennemi ne peut les défier. Sa réponse semble suspecte à Kay, qui observe que tout le monde porte une armure. L'homme lui demande pourquoi ils portent une armure alors qu'ils n'ont pas d'ennemis. L'ogre répond qu'il se trouve qu'ils viennent de revenir de la bataille. Ces paroles ne mettent pas l'homme à l'aise. Lui et Sacha sentent de la magie près d'eux alors que les ogres sont connus pour ne pas utiliser la magie. Leur guide ogre dit qu'il est temps d'aller là où se trouve Balrog. L'ogre les guide vers une grotte et leur demande d'entrer. Le regard inhospitalier du guide les met mal à l'aise d'entrer. Kay a l'air intense en regardant à l'intérieur de la grotte.